On est tous un peu autistes ou TDAH? Non, mais oui, mais non, mais oui, enfin non, enfin oui, enfin... Bienvenue sur Intensément, c'est le replay d'un live et j'espère que vous allez l'apprécier. Bonne écoute et bonne visionnade. Alors déjà, bienvenue sur Intensément, les infos les plus fiables sur les HPI, sur les neuroatypies, et je rajoute aussi santé mentale et errance diagnostique. J'ai oublié un truc ou pas? Les plus fiables possibles, évidemment. Pas les plus fiables, parce qu'une fois, une fois sur Twitter, à l'époque où je traînais sur Twitter, à l'époque où Mendax de la Tronchambier, il a voulu m'interviewer, étant donné que j'avais pas beaucoup la place, j'avais écrit les infos les plus fiables sur les HPI neuroatypies, et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu peux dire que tu es esprit critique et tu dis les infos les plus fiables ?» Bon, alors j'ai dit oui, normalement c'est écrit les infos les plus fiables possibles, et même il me dit même les infos les plus fiables possibles, c'est pas possible, on peut pas, enfin bref, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, mais donc ce sont les infos les plus fiables possibles. Je suis pas un professionnel de santé mentale, je suis pas un chercheur, je suis à peine un vulgaire vulgarisateur. L'objectif de ces live streams, ce sont des échanges avec les followers à partir de ce que j'ai trouvé ou compris lors de recherches essentiellement basées sur des infos fiables et à partir de ce que les followers ont trouvé aussi. Les followers partagent aussi avec moi leurs recherches et leur compréhension des sujets, sachant que parmi ces followers, il y a souvent un ou plusieurs professionnels de santé mentale ou s'y rapprochant. Et puis sinon, ces lives, c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos expériences, nos parcours de vie, pas mal sur nos errances diagnostiques, et puis surtout passer un bon moment ensemble, enfin, je l'espère. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir Intensément via tout un tas de plateformes, il y a un lien unique dans la description de tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner à Intensément via Amazon Prime, et cela vous coûtera rien du tout. C'est-à-dire que moi, je reçois de l'argent, mais vous ne payez rien du tout si vous passez par Amazon Prime et que vous vous abonnez sur la chaîne Twitch. Et une bonne nouvelle aussi, j'ai enlevé toutes les pubs à l'intérieur des vidéos YouTube. Toutes les vidéos YouTube qu'il y a maintenant sur Intensément sont sans pub à l'intérieur. Il y en a au début, il y en a à la fin, mais il n'y en a pas à l'intérieur. Ce stream a été inspiré par la discussion sur les différents réseaux sociaux d'Intensément que vous pouvez rejoindre à partir de mon post où je partageais la vidéo de la chaîne Le TDAH et moi de Pauline BD, une chaîne à laquelle je vous conseille de vous abonner, qui s'appelle « Ce détail te révélera si tu as un TDAH ou pas ». Alors cette vidéo de Pauline BD, je l'ai partagée, d'abord parce qu'évidemment je la trouvais intéressante, puis surtout parce qu'elle résumait pas mal de choses qu'on me demande régulièrement, que je reçois en commentaire ou en message privé. Et puis ces derniers temps, il y a eu quelques vidéos de créatrices de contenu que j'apprécie, mais enfin, mon positionnement, ce n'est pas d'être contre ce qu'elles disent, mais c'est que selon moi, c'est pas logique, ça ne va pas dans le sens des diagnostics tels qu'ils sont proposés par le DSM et la CIM, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc cette vidéo, alors je vais pas vous la passer la vidéo, elle explique un peu le principe des traits au final et des continuums dans la population et un peu ce qui revient souvent dans les discussions depuis quelques années en fait, puisque c'est un truc qu'on a tous découvert peut-être ensemble, enfin pour celles qui sont pas spécialistes, qui sont pas des professionnels de la santé comme moi, on a découvert en écoutant tous les spécialistes qui nous ont parlé, tous les experts, que selon les manuels de diagnostic, les diagnostics de TSA et de TDAH, de TSA de troubles de spectre de l'autisme ou de TDAH de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, c'était des diagnostics cliniques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tests pour les avoir, pour le faire. Il y a des questionnaires évidemment, mais ce sont des diagnostics cliniques, c'est-à-dire qu'on est évalué par le spécialiste qui vous évalue, il n'y a pas une prise de sang, c'est pas biologique. Et qu'il y a des critères diagnostiques, et que parmi ces critères diagnostiques, il y en a un qui est central dans toutes les discussions qu'on a depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, c'est le retentissement. C'est le fait qu'il faut, pour être diagnostiqué TSA ou TDAH, qu'il y ait, entre autres, parmi tous les critères, il faut que les symptômes qui font partie des critères diagnostiques du TDAH ou du TSA, est un retentissement majeur dans 3 domaines essentiels de notre vie qui seraient le familial, le social et le professionnel, ou quand on est enfant, le scolaire. Voilà. Et cette question, c'est essentiel et ça perturbe pas mal de monde. Ça m'a perturbé moi pendant très longtemps et ça continue à me perturber.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire un impact? Qu'est-ce que c'est un impact majeur sur la vie? Qu'est-ce que c'est ce fameux retentissement sur la vie qui fait que vous pourriez en théorie, si on se réfère au manuel diagnostique, vous pourriez en théorie avoir ce qu'on appelle des traits qui ressembleraient, ou des comportements si vous voulez, qui seraient TDAH ou TSA. Oui, par retentissement, j'entends impact, mais je crois que sur le manuel de diagnostic, il y a écrit retentissement. Avec ces traits donc là seraient répartis dans la population générale. La plupart de ces traits qu'on considère maintenant comme des symptômes seraient répartis dans la population générale, mais ils deviennent des symptômes lorsqu'ils impactent. C'est ça l'histoire. Alors j'avais fait une vidéo, je m'étais dit que j'allais vous la passer, mais je pense pas que je vais vous passer cette vidéo, parce que je ne l'ai pas encore sortie, je l'avais préparée il y a 2 mois, et malheureusement toutes ces vidéos de Pauline BD et tout ça sont sorties avant la mienne. Je vais la sortir, je vais la mettre en ligne pour expliquer la différence entre traits, symptômes, etc. Et si je me rappelle bien, ce que j'avais écrit dans la vidéo, ce que j'avais écrit pour préparer cette vidéo, c'est qu'en fait, les traits, tout le monde les a, par exemple la curiosité, l'impulsivité, alors je mets des gros traits, hein, des traits comme ou les difficultés sociales, on va appeler ça un trait aussi, tout le monde les a, mais ça devient des symptômes lorsque ça devient impactant. Et là, à partir de ces symptômes-là, à partir du fait que ce trait devient un symptôme, si j'ai bien compris, vous me coupez si vous pensez que c'est pas ça, hein, et si vous êtes spécialiste surtout. À partir du moment où ce trait, on va dire la curiosité, c'est pas tous les traits qui peuvent devenir des symptômes. La curiosité, ça devient pas un symptôme. Mais certains traits, dans leur extrême, dans leur extrémité basse et dans leur extrémité très haute, peuvent être considérés comme des symptômes. Par exemple, l'impulsivité, si elle est très très haute, ça peut être considéré comme un symptôme de quelque chose. À partir du moment où c'est considéré comme un symptôme, ça peut se rajouter dans une collection de symptômes, un groupe de symptômes, et lorsqu'on a un groupe de symptômes qui correspond aux critères diagnostiques du TSA ou du TDAH, là on a le TSA ou le TDAH. Et ces symptômes, ou ces traits, ils sont plus ou moins présents dans la population à divers niveaux d'intensité et à divers niveaux de sévérité et d'impact, de retentissement sur la vie de tous les jours, que ce soit encore une fois social, professionnel ou, qu'est-ce que j'ai dit, social, professionnel et familial. Donc c'est ce que j'ai compris. J'espère que je vous l'ai bien expliqué parce que c'est ce que je pense avoir compris de partir de ces traits qui seraient communs à tout le monde, communs à toute la population, qui deviendraient des symptômes lorsqu'ils deviendraient sévères, impactants en intensité et en sévérité dans l'impact sur la vie quotidienne. Et lorsque ces symptômes rajoutés entre eux correspondent à des critères diagnostiques, c'est là qu'on a le TDAH ou le TSA. Entre autres, ça fonctionne aussi pour la plupart des diagnostics sur le DSM, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'essaye d'expliquer Pauline BD dans cette vidéo, qui est vraiment pas mal, et en plus elle est courte. Salut Stan, c'est très bien expliqué, merci Marine, j'espère que j'ai pas dit de conneries surtout. C'est ce qu'essaie d'expliquer Pauline BD, mais ce qui signifie, et c'est pour ça que j'ai réagi et j'ai tenu à faire ce stream, parce que sinon à chaque fois je ferais des vidéos toutes les 30 secondes, donc je me suis dit un stream ça peut être intéressant. Ce qui signifie, si vous suivez bien la logique de l'affaire, c'est que si on se base sur cette logique-là, qui se base uniquement sur le DSM et la CIM, ça signifie que, évidemment, on est tous un peu autistes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir les mêmes traits qu'une personne autiste, mais ces traits-là, ils ne seraient pas aussi sévères, aussi intenses, aussi impactants, et à ce moment-là, on n'aurait pas le diagnostic d'autisme. Et ça se retrouve génétiquement. Clivage des intentions dans l'expression, on est tous un peu autistes. Oui, exactement, c'est pour ça que je l'ai utilisé, parce qu'il paraît qu'il faut être clivant, il paraît qu'il faut être clickbait ou putaclic, comme on dit en français, mais j'aime pas cette expression, pour faire les trucs. Donc effectivement, d'ailleurs, le titre de Pauline BD, il est aussi clickbait. J'ai failli ne pas la regarder, mais connaissant Pauline BD, je me suis dit, ça peut pas être nul. Et effectivement, c'est pas nul, c'est vraiment une des meilleures vidéos que j'ai vues qui explique cette histoire de continuité dans la population et de distribution dans la population générale de tous les traits du TDAH, puisqu'elle focus sur le TDAH. Et donc,
le fait qu'on peut être tous un peu TDAH, c'est-à-dire on peut avoir tous des traits qui ressembleraient aux traits d'une personne TDAH, mais si vous le vivez pas mal, s'il n'y a pas d'intensité, s'il n'y a pas d'impact, l'impact résulte donc de l'intensité, dit Anto, ben, c'est pas certain, je crois que c'est deux trucs différents. Et effectivement, l'intensité, je crois qu'elle est plus précisée dans le diagnostic de TSA, sur le DSM-5, mais je n'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il parle d'intensité dans le TDAH au niveau du diagnostic, mais si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Donc je préfère ne pas être affirmatif sur ça. Il n'y a pas que l'intensité d'un symptôme, il y a aussi le cumul. Oui, voilà, c'est le cumul des traits ou des symptômes, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que lorsque ces symptômes, lorsqu'on a une collection de symptômes, lorsqu'on a toute la collection de ces symptômes-là, qu'on a fini notre album, on sait si on a fini notre album Pokémon ou si on a fini notre album Harry Potter. Si vous avez des traits si vous avez complété votre album Pokémon avec tous les traits Pokémon, ben vous êtes Pokémon. Si vous avez complété votre album Harry Potter, enfin avec vos symptômes Harry Potter, ben vous êtes Harry Potter. Mais il peut y avoir des traits Harry Potter qu'on retrouve chez Pokémon et des traits Pokémon qu'on retrouve chez Harry Potter. Et il peut y avoir des gens qui auraient les mêmes traits que Harry Potter ou que Pokémon, mais qui n'auraient pas toute la collection, qui n'auraient pas fini l'album, et dans ce cas-là, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas diagnostiqués Harry Potter et qui ne sont pas diagnostiqués Pokémon. Ça serait des moldus, ou ça serait je sais pas ce que vous voulez, mais ils sont ni Harry Potter, ni Pokémon. Mais pourtant, ils ont, je sais pas, moi, j'en sais rien, ils ont les comportements que vous voulez de Pokémon ou d'Harry Potter. Mais ça n'est pas dans la même intensité, ils n'ont pas tous les mêmes comportements et symptômes qui sont classés dans les critères diagnostiques. Ce sont des critères diagnostiques. C'est pas juste, on prend pas les symptômes au hasard. Ce sont des critères qui sont inscrits précisément dans la DSM-5, dans le DSM-5 et dans la CIM 11, par exemple, pour les deux derniers manuels diagnostiques. Pika Pika. Alors, Hilo qui dit l'intensité est ce qui est visible, le retentissement. Oui, il y a aussi la date. Oui, je lis les questions d'avant. En même temps, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un rhume, on dirait qu'il a un peu la grippe. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même au niveau des maladies qui sont directement repérables de manière biologique, c'est-à-dire on sait si tu as le virus ou pas si on fait un test, ben même là, dans la population, il y en a qui ont des petites grippes, d'autres qui ont des moyennes grippes, d'autres qui ont des grosses grippes, d'autres qui en souffrent, d'autres qui en souffrent pas. Et là, on peut dire que c'est répandu dans la population. Mais la seule différence, c'est que c'est une véritable maladie au sens de on peut le repérer biologiquement, on peut faire une prise de sang, on peut faire un truc qui définit que tu as le virus, on peut retrouver le virus. Qui sommes-nous pour juger le retentissement d'autrui? Ben, le retentissement, justement, il est mesuré à travers des questionnaires, très souvent. C'est-à-dire, c'est pas forcément... alors, il est mesuré de manière clinique, je pense, de ce que j'ai compris, par les spécialistes, les neuropsychologues, les psychologues, les psychiatres. Il est mesuré de manière clinique, en t'observant, en parlant avec toi. Mais il est aussi mesuré avec des questionnaires. Et ça, c'est important à savoir aussi. Le retentissement est mesuré à travers des questionnaires. Kim qui dit, il y a aussi la date de début inférieure à 12 ans et la durée. Ça, c'est essentiel aussi, sauf que c'est pas ce qui fait débat, effectivement. Ça peut faire débat si on considère, on va en parler peut-être tout à l'heure si on a le temps, encore une fois, de l'autisme prototypique de Motron, qui, encore une fois, insiste, mais vraiment insiste pour que l'autisme prototypique, l'autisme de Motron, c'est un autisme qui est visible dès l'enfance, c'est-à-dire on ne peut pas rater la personne, contrairement à ce que j'ai vu, je vais te montrer ce que j'ai vu dans mes recherches, on a, dans la CIM 11, surtout, et dans le DSM-5, des passages qui disent que, en fait, on peut rater le diagnostic, on peut ne pas être diagnostiqué si on n'a pas le retentissement, les impacts et toute la collection de diagnostics à un certain moment grâce entre guillemets, au masquage ou aux compensations qu'on a fait quand on est enfant. Donc c'est écrit texto sur la CIM 11. Par exemple, sur la CIM, il y a écrit « Quand les symptômes se manifestent pleinement
plus tard, à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on peut rater les personnes quand les symptômes se manifestent pleinement plus tard, à l'adolescence ou même à l'âge adulte, lorsque les demandes sociales dépassent les capacités. C'est-à-dire qu'en gros, ben, comme vous le savez, on arrive à compenser jusqu'à un certain point, jusqu'à l'adolescence, ou jusqu'à l'âge adulte, ou jusqu'à ce qu'on soit parent, ou jusqu'à ce qu'on ait un gros boulot, ou jusqu'à ce qu'on soit viré de notre boulot, ou jusqu'à ce qu'on ait un burn-out, et là, on peut plus compenser. Et là, c'est le problème, c'est que la question dans ce cas-là, c'est est-ce que cette phrase, lorsque les demandes sociales dépassent les capacités, ça signifie que la personne, c'est la question que j'ai posée, ça signifie que la personne avait le diagnostic, aurait pu avoir le diagnostic, mais elle ne l'a pas eu parce qu'elle arrive à compenser ça. Alors, est-ce que c'est pas problématique ou pas? Donc, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est créé qui s'appelle le phénotype élargi de l'autisme. Et au niveau du TDAH, on appelle ça le subclinique, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont ces traits-là, ces comportements-là, mais qui n'arrivent pas au niveau diagnostic pour pouvoir être diagnostiqués avec le trouble. Dans la vidéo, c'est amusant, on a Pauline Bédé qui propose par exemple pour le TDAH de les appeler les DAH sans le T. C'est rigolo, je trouve ça rigolo. Pour le trouble du spectre autistique, on appelle ça le phénotype élargi, mais c'est vrai qu'on pourrait l'appeler juste le spectre autistique sans parler de trouble du spectre autistique, mais donc on n'aurait pas le diagnostic. L'intensité est ce qui est visible, dit Hilo, le retentissement est souvent très important pour la personne, mais invisible pour autrui. Oui, c'est ça l'histoire, c'est un des problèmes, c'est un des problèmes de cette position. Sauf que cette position, c'est celle qui est du DSM-5 et de la CIM-11. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, comment est-ce qu'on voit si c'est visible ou si c'est invisible? Et normalement, en fait, ça devrait être, normalement, si la personne qui fait le diagnostic est bonne, eh ben normalement, elle devrait voir qu'en fait, ce retentissement invisible, ben en fait, il est visible. C'est-à-dire, si vous êtes plus fatigué que d'ordinaire parce que vous masquez tout le temps, ben, donc vous avez une fatigue et donc c'est visible. Si vous êtes tout le temps énervé parce que vous explosez tout le temps, par exemple, que vous masquez tout le temps, que vous essayez de compenser et que vous explosez tout le temps, ben c'est pas invisible. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas invisible. Et ça, c'est important à comprendre. Par rapport au DSM et CIM, une ancienne pro en psychiatrie refusait leur utilité et défendait la sémiologie de la psychopathologie et non cochait des cases qui signifient les diagles et uniformisent. Oui, mais je pense que la plupart des spécialistes, ils se basent pas uniquement sur le DSM-5 et la CIM-11. Ils font leur petite sauce. Chacun fait leur petite sauce. C'est une des inspirations qu'ils ont, évidemment. Sauf que, encore une fois, si tu te bases pas sur ces impacts, dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde peut avoir un TSA, tout le monde peut avoir un TDAH. Qu'est-ce qui différencierait? Si on se base sur le fait que le TSA et le TDAH, c'est une collection de traits, de traits qui seraient extrêmes, qu'est-ce qui différencierait une personne qui a les mêmes traits, mais qui serait pas extrême? C'est ça la question. Des fois, on n'a pas le diagnostic enfant par manque de connaissances et de professionnels, malgré les symptômes visibles dans l'enfance. Peut-être que je suis hors sujet, désolé. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'effectivement, selon les études, souvent les personnes qui ratent le diagnostic lorsqu'elles sont jeunes, ce sont des personnes qui, en général, ont un haut quotient intellectuel ou sont des femmes. C'est-à-dire que selon certaines études, on rate pas, on raté, encore une fois, c'est pas un diplôme. On n'a pas le diagnostic, pas parce qu'on n'a pas forcément tous les symptômes, mais parce que ces symptômes, sont pas visibles, parce qu'on a un haut quotient intellectuel, par exemple, ou parce qu'on est une femme au niveau des stéréotypes genrés du fait qu'une petite fille peut pas être TDAH, ou une petite fille peut pas être comme ça, ou alors qu'elle a beaucoup masqué. Mais encore une fois, si tu es suivi par une bonne spécialiste, elle devrait le voir, parce que tout ça, ça a des répercussions. Sauf que la fatigue, c'est un truc de visible. Oui, c'est ça le truc. C'est que pour moi, la fatigue, l'énervement, tout ça, c'est visible. Donc peut-être que ça va pas être visible au niveau
pour un spécialiste qui va pas faire son boulot, mais simplement toi, quand tu vas t'en rappeler de lorsque quand tu es adulte et que tu vas passer le diagnostic et que tu te retrouves devant un spécialiste qui te dit comment vous étiez enfant, ben forcément, tu vas te rappeler de tout un tas de trucs que les autres n'avaient pas, qui en fait, à l'époque, si on avait compris ce que c'était, auraient pu passer pour des manifestations, pour des retentissements de ton TSA ou de ton TDAH. Ne pas oublier que le TDAH fluctue dans le temps. Exactement, c'est ça aussi. Mais c'est ça la question. C'est ça aussi la question que j'ai posée. Alors à chaque fois, je te dis, j'ai fait une discussion de ouf ce matin avec Perplexity. Mais ça, évidemment, vu que je suis dans le speed là, j'arriverai pas à vous le retrouver. Mais c'est la question que j'ai posée, c'est-à-dire, et c'est une question qu'on a eue avec une followeuse hier soir. C'est ça aussi qui m'a déterminé à faire ce live. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, mais si en fait, je sais pas moi, à 10 ans ou à 15 ans, tu vas voir un spécialiste ou une spécialiste qui te dit, oui, en fait, tu n'as pas de TDAH ou tu n'as pas de TSA parce qu'en fait, il n'y a pas de retentissement, c'est pas marqué chez toi, mais tu as tous les traits, par exemple. Dans ce cas-là, est-ce que tu as le droit à une seconde chance 10 ans après, 20 ans après, ou alors tu dois te contenter de ce non-diagnostic à vie? C'est-à-dire, est-ce que tu dois te dire, en fait, on m'a pas diagnostiqué TDAH, mais vu que nous on sait, parce que nous on s'y intéresse, que tous ces troubles-là sont fluctuants pendant la vie, qu'on peut avoir les symptômes ou les traits très hauts quand on a 10 ans, très bas quand on a 20 ans, très haut, et même sur une année, ça peut fluctuer aussi. Est-ce qu'on peut à chaque fois retourner voir le spécialiste et dire « Salut, refaites-moi le bilan, je suis sûr que je suis TDAH là. » Hop, il fait le bilan, t'es TDAH. 2 ans après, ça va mieux, tu retournes voir le spécialiste, tu dis « Est-ce que vous pouvez m'enlever le T du TDAH, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, je crois que ça m'impacte plus. » Il te l'enlève, tu redeviens un DAH. Après, hop, tu retournes voir le spécialiste 3 ans après, parce que ça va plus, et il te dit « Ah, mais c'est bon, je vous ai dit que vous l'aviez, vous l'aviez pas. » Et puis là, tu dis « Non, mais là, je l'ai rechopé. » Donc, et c'est complètement hallucinant, en fait, cette situation. Les traits n'existent pas dans l'autisme, il s'agit d'un spectre. Non, justement, c'est ce sur quoi je me suis opposé avec cette créatrice de contenu. Alors, opposé gentiment dans les commentaires de sa vidéo. Je parle pas de Pauline BD, je parle d'une autre créatrice de contenu qui avait fait tout récemment une vidéo sur le fait que on serait tous un peu autistes ou pas, et que pour elle, c'est pas vrai, et que ça serait la cause du phénotype élargi. Non, en fait, le principe du phénotype élargi, c'est-à-dire que tous les traits qui soient autistes ou les traits subcliniques pour le TDAH, ça fait consensus. C'est en plus ce qui va faire plutôt le futur des diagnostics, c'est-à-dire on va arriver à cette approche dimensionnelle où tous les traits seront dans la population. Et le spectre de l'autisme, c'est un spectre dimensionnel. C'est pas un spectre qui apparaît tout seul et qui naît tout seul à part des autres. C'est un spectre dimensionnel avec, en plus, la plupart des symptômes que tu retrouves dans le TSA, ce sont des symptômes que tu retrouves dans tous les autres, dans pas mal de troubles qui sont dans le DSM, par exemple. Donc, c'est un spectre à partir de traits. C'est littéralement ce qui est écrit sur le DSM et la CIM. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on se réfère au DSM et à la CIM, eh ben, en fait, oui, on pourrait être un peu tous autistes, on pourrait être un peu tous TSA ou TDAH au niveau des comportements et des traits, mais on est TSA ou TDAH que si on est conforme non seulement aux critères diagnostiques, c'est-à-dire si on a la collection de tous les symptômes, mais si en plus on a l'intensité, les impacts, le retentissement, et comme le disait Kim tout à l'heure, aussi la durée, à partir de quand on l'a eu, puisque c'est un trouble du neurodéveloppement, donc tu devrais l'avoir quand tu es jeune. C'est pas possible d'être passé à travers, tu devrais te rappeler de trucs que tu avais déjà quand tu étais jeune, et en plus de ça, sur la durée, c'est-à-dire ça doit pas faire juste une semaine que tu l'as, et hop, d'un seul coup, tu es autiste. Je remets ici me concernant compensation et infraliminaire. Je ne sais pas ce que c'est infraliminaire. Si tu me parles en code, je ne peux pas te répondre. Entre 0 et 12 ans, donc pas de symptômes, donc pas de troubles. Mais encore une fois, c'est le problème. C'est-à-dire que soit la personne réalise qu'en fait ta compensation, elle te coûte, et dans ce cas-là, ça fait partie, ça devient un trouble parce qu'en fait, elle voit que ça te coûte, elle voit que tu as de la fatigue, que tu as ci, que ça, soit elle s'en rend pas compte. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que si je prends moi mon enfance, puisqu'il paraît qu'il faut parler de soi-même pour attirer du monde, si je prends mon enfance, bon moi ça se voyait pas dans l'enfance que j'étais
TDAH. Par contre, j'avais tout un tas de troubles de dingue, de l'anxiété, des TOC, de l'insomnie, du bégaiement, de la dysgraphie. Et tout ça pris ensemble, si on avait su qu'en fait, c'était des manifestations secondaires du TDAH, on aurait pu dire qu'il avait un TDAH. Sauf que quand j'étais en classe, j'étais un enfant calme, posé, pas hyperactif. J'étais un élève modèle en fait, un élève modèle. Et j'étais même presque un enfant modèle à la maison. Presque, évidemment. Parce qu'on se disputait beaucoup avec mes frères et sœurs. Mais bon, donc voilà, ça aurait pu... Je pense qu'à l'époque, si le diagnostic de TDAH existait, j'aurais pas été diagnostiqué TDAH. On aurait trouvé toujours la même chose, anxiété, TOC, tout ça. Alors qu'en fait, quand tout ça, j'ai plus pu le compenser, toute l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité, ben ça s'est révélé effectivement comme étant du TDAH. Les parents, malheureusement, trouvent souvent des excuses ou d'autres raisons à leurs enfants, peu d'éléments de comparaison, peur d'en parler ou même honte, ils passent à travers pendant 25 ans. Il y a de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est le principe du phénotype, c'est ça qui a généré le concept de phénotype élargi, c'est qu'en général, enfin je veux dire, pas en général, mais comment ça s'appelle, statistiquement, les parents des enfants autistes sont autistes. Enfin, je veux dire, ont des traits autistiques. C'est statistique, c'est cette statistique des génétiques qui a permis de dire, mais en fait, les traits autistiques, on les retrouve aussi chez les parents, même s'ils n'ont pas un diagnostic d'autisme. Et c'est pareil pour le TDAH. Les traits TDAH, on va les retrouver chez les parents à divers degrés, à divers niveaux, même s'ils n'ont pas un diagnostic de TDAH. C'est ce qui fait qu'en réalité, ce qui peut se passer, c'est que les parents ne s'aperçoivent pas que tu as un problème parce que eux-mêmes sont comme ça, à divers degrés, mais eux-mêmes sont comme ça. Donc ils vont pas aller voir quelqu'un en disant je comprends pas, mon fils il est impulsif, alors que eux-mêmes sont impulsifs, par exemple. D'après une psy spécialiste de l'autisme, j'ai quelques traits autistiques, contrôle de l'environnement, peur d'aller voir les gens, sensible au toucher par exemple, mais ça viendrait de mon enfance. Ah, ça je peux pas te dire puisque je sais pas ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire ces traits-là viendraient de ton enfance. Mais c'est sûr que comme on a vu dans dans d'autres streams ou dans d'autres épisodes avec des spécialistes ou dans d'autres vidéos, effectivement, il y a des traits autistiques qui peuvent venir d'un trouble du stress post-traumatique, qui peuvent venir d'un trouble de la personnalité borderline, qui peuvent venir du TDAH, et tout ça, les gens le confondent avec l'autisme. De la même manière que des gens confondent des traits de TDAH avec autre chose. Mais il y a aucun trait de l'autisme. C'est ce que disent les personnes qui défendent cette vision, enfin, qui disent qu'il y a un problème avec le diagnostic autisme, c'est qu'il n'y a aucun trait de l'autisme qui est uniquement autistique. Aucun. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça s'appelle... qui est uniquement pathognomique, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire, il n'y a aucun trait autistique qui puisse te faire dire « il a ce trait-là, donc il est autiste ». Tous les traits... Tous les symptômes de l'autisme sont trouvables dans toutes les autres pathologies et troubles du DSM-5. Je remercie le matriarcat breton. Notamment car certains TSA sont opérationnels pendant les études et pas en emploi. Oui, il peut y avoir ça aussi. Pareil pour le TDAH, effectivement. Non, fatigue, c'est pas visible. Fatigue, c'est pas visible, je sais pas. Moi, je pense que c'est super visible, la fatigue. Parce que si tu es fatigué, tu as plus de risques de faire des crises, comment on dit, d'être agressif, d'être impulsif, d'être ci, d'être ça. Donc je pense que la fatigue, elle se voit, sauf que quand t'es parent, de toute manière, les parents, ils sont pas parfaits. Alors tout à l'heure, je disais, on parlait des parents, mais les parents sont pas parfaits. Je veux dire, moi, je suis parent, je sais pas si je peux tout voir de mes enfants. C'est pas possible de tout voir. Donc après, aller reporter. Est-ce qu'on peut voir la fatigue de ses enfants quand soi-même on est fatigué parce qu'on travaille tous les jours et qu'on doit s'occuper d'enfants, par exemple? Sauf que pour consulter un bon spécialiste, il faut avoir un problème. Effectivement, pour consulter un bon spécialiste, il faut avoir un problème. Enfance compliquée sans père, avec mère handicapée, j'ai dû grandir vite et être adulte en tant qu'enfant. Peut-être que ça peut générer des symptômes qui ressembleraient à de l'autisme, mais j'en sais rien. Et aussi, les parents ne soient pas dans le déni des problèmes que présentent les enfants. Ça, il y a beaucoup de ça. Il y a aussi pas mal de ça. Mais c'est quand même pas évident, parce qu'en plus, il faut voir que ces diagnostics-là, le diagnostic de TSA et le diagnostic de TDAH, existent tels quels que depuis 2015 ou 13, je crois, le DSM-5. Avant, le diagnostic de TSA s'appelait le TED, le trouble envahissant du développement, et c'était pas la même chose.
Et avant, le diagnostic de TDAH s'appelait aussi, je crois, TDAH juste avant, mais c'était pas exactement la même chose. Les spécialistes ne sont pas forcément suffisamment formés. Ben ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, les particularités sont souvent prises pour des traits de personnalité avant qu'il y ait conscience que ce trait n'est pas lié à la personnalité, mais à un TND. Ben oui, c'est ça l'histoire. Mais dans un sens, c'est normal. Heureusement, tu t'imagines si tu verrais, si à chaque fois, c'est ce que j'ai essayé d'explorer dans ma recherche avec Perplexity, c'est-à-dire si à chaque fois que tu as un petit problème, tu te dis ah ça c'est un trouble du neurodéveloppement ou c'est une pathologie, les spécialistes seraient submergés quoi. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est-à-dire que dans un sens on se dit mais merde, si on fait pas attention à tous ces traits, à tous ces comportements, on rate des diagnostics. Mais dans un autre sens, ça veut dire que si ces traits ils sont communs à toute la population, ça veut dire que toute la population a des raisons de se dire à un moment ou à un autre, j'ai peut-être un TND ou j'ai peut-être une pathologie. Donc voilà, par exemple, là, je lui posais la question, qu'est-ce que le trouble sans trouble s'il n'y a pas de retentissement? Et donc, selon ses recherches, il disait, le DSM-5 ni la CIM-11 ne reconnaît un trouble sans conséquences fonctionnelles, c'est ça qu'on appelle le retentissement. Les symptômes provoquent une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Ça, c'est le DSM-5. Si une personne présente des traits de TDAH ou d'autisme sans retentissement, elle n'a pas le trouble au sens des diagnostics, mais peut avoir des traits subcliniques, c'est comme ça qu'on appelle pour le TDAH dans les recherches, ou le phénotype élargi, c'est comme ça qu'on dit dans le TSA, ou des variations individuelles. Donc tu as le concept de Broader Autism Phenotype, profil présentant des caractéristiques autistiques, rigidité, difficulté sociale modérée, mais sans handicap majeur, et le TDAH subclinique, où tu as les mêmes observations, mais pour l'attention, l'impulsivité, l'agitation. Et en anglais, il y a écrit « Les individus avec le TDAH subclinique, les symptômes de TDAH subclinique, expériencent plus de difficultés, quelques des difficultés, mais ne rencontrent pas les critères pour le trouble du TDAH. C'est le gros problème. Et un spectre sans trouble, que dit la recherche internationale? Les études dimensionnelles, par exemple, sur le questionnaire de quotient autistique qui est controversé aussi, mais c'est un des seuls questionnaires qui puisse évaluer l'impact, par exemple, je crois, si j'ai bien compris, où les échelles TDAH montrent que les traits associés à ces troubles sont distribués normalement dans la population. C'est-à-dire que quand tu fais passer un questionnaire de quotient autistique à toute la population, tu t'aperçois que ce qui est mesuré par le questionnaire de quotient autistique, tu le retrouves dans la population, mais à des niveaux divers. Presque tout le monde en possède à certains degrés. Mais seuls les profils présentant intensité plus retentissement franchissent le seuil clinique du diagnostic. Donc, on ne parle pas de spectre autistique ou de TDAH chez ces individus, mais de traits autistiques ou de traits TDAH présents à un niveau ne justifiant pas la qualification de trouble. Ceci dit, comme on disait tout à l'heure, le problème essentiel, et c'est ça le déclic par rapport à ce que m'a dit la followeuse hier soir, c'est que c'est que ça fluctue. Donc tu peux très bien avoir ces traits autistiques ou traits TDAH sans qu'il y ait la qualification de trouble parce que ça t'impacte pas, mais 10 ans plus tard, tu vas l'avoir. Donc c'est ce que elle demandait, elle disait dans son commentaire, elle disait, est-ce qu'on peut pas faire des diagnostics qui s'appelleraient, où on dirait que tu es à risque de développer un TSA ou à risque de développer un TDAH. Alors il faut que je retrouve voilà, c'est là. Il était vraiment pas mal et après on a discuté. Elle disait, ça serait cool qu'on ait un diagnostic à risque de donc à risque de trouble, pour faciliter la prise en charge en cas d'augmentation sévère de la détresse suite au changement de vie. Sauf que le problème, c'est que ça rentrerait un corps, si tu y réfléchis bien, ça veut dire qu'à chaque fois que les spécialistes y verraient quelqu'un qui ne remplit pas les critères diagnostiques et dont ils ne peuvent pas dire qu'il a un diagnostic de TSA ou de TDAH, eh bien les spécialistes, ils vont la mettre dans une case qui va s'appeler à risque de trouble. Et ça crée une autre case, à risque de trouble de TSA ou à risque de TDAH, à risque de trouble borderline ou à risque. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ils le savent qu'il faut surveiller, mais c'est problématique. Alors, excusez-moi, j'ai raté beaucoup de vos commentaires. Je pense que ce n'est pas... Ah, ça c'est une bonne observation. Je pense que ce n'est pas le trouble qui fluctue,
mais la compensation, ben, moi, je pense que comme dans tous les trucs, j'ai fait une petite recherche là-dedans, effectivement, dans tous les trucs, on peut pas, c'est toujours multifactoriel, comme te dirait, comment ça s'appelle, comme te dirait Sébastien Harard et tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, la fluctuation, c'est dû à la compensation, la fluctuation, c'est dû au QI, la fluctuation, la compensation, c'est dû, au fait que c'est une femme, que c'est dû au QI, la fluctuation, c'est dû à la compensation. Non, à chaque fois, tout ça, c'est en fonction du contexte. Tu vas avoir la même personne avec le même profil qui va compenser et d'un seul coup qui va plus pouvoir compenser parce qu'elle va être dans un contexte complètement différent, une famille différente, un contexte social différent, et alors que la même personne dans un autre contexte, eh ben, elle va continuer à compenser. Comme disait mon psy, fonctionnement autistique plutôt que à risque de. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ça fait pas un nouveau diagnostic, le diagnostic de fonctionnement autistique ou le diagnostic de fonctionnement TDAH? Alors, je reprends un peu les autres commentaires. Cela a été pris en compte. Alors, tiens, ben justement, je parlais de toi, Idjifrfre. Je voulais éviter de mettre un mot 3 lettres commençant par C dans le chat, c'est-à-dire. Donc, je te remercie pour cette idée de à risque de T, puisque ça vient de toi. Cela a été pris en compte pour mon diag TDAH, ainsi que le développement de l'anxiété sociale, les TSCA, dépression, les bulletins scolaires, collège, lycée. Oui, parce qu'effectivement, quand tu arrives à 40 ans et que tu fais toute cette anamnèse et tout ça, tu te rends compte que quand tu étais petit, tu avais tous ces comportements-là. Sauf que quand tu étais petit, déjà tu étais petite, donc tu étais une fille, donc plus à risque dans les années, je sais pas combien, de te diagnostiquer avec un TDAH. Et quand tu étais petite, le diagnostic de TDAH n'était pas le même. Maintenant, si on prend rétrospectivement, on regarde rétrospectivement quelle personne tu étais, quels étaient les comportements que tu avais, les traits que tu avais et les symptômes que tu avais quand tu étais petite, eh bien ça va se rajouter pour pouvoir faire le bon diagnostic de TDAH ou de TSA. Enfin, je pense. Attention, ce que je vous dis, c'est pas des lois. On est en discussion. Hein. D'ailleurs, je suis en discussion avec vous. Il y a rien de ce que je dis qui doit être pris pour argent comptant. En tant que femme, nous internalisons beaucoup, donc je pense que c'est l'anxiété qui va ressortir. Il y a des études qui disent ça, mais là encore une fois, c'est pas une généralité. Le TSA ne se développe pas, il est inné. Oui, mais c'est pareil. Comment expliquer ça? Oui et non, justement. Parce que sur quel truc tu te bases sur ça? C'est-à-dire le problème, il est simple. C'est ça aussi que j'essaye de formuler et c'est difficile et que j'ai essayé de formuler avec la créatrice de contenu qui disait à cause du phénotype élargi et de cette histoire de trait autistique et qu'on dit qu'on peut tous être autistique. Non, parce qu'en fait l'autisme c'est quelque chose à part. Le problème c'est que si tu dis que l'autisme c'est quelque chose à part, il faut que tu le prouves. Et que c'est inné et pas neurodéveloppemental. Neurodéveloppemental, ça a une part d'inné, ça a une part de génétique, mais ça a aussi une part de développemental en fonction du contexte, en fonction de tout un tas de trucs, de l'environnement, de tout ça. Donc forcément, tout est multifactoriel et tout est génétique. On ne peut pas dire l'autisme c'est inné. Mais le problème, c'est que si tu décides que le TSA est inné, si tu décides que c'est inné, c'est-à-dire que tu l'as dès la naissance, ça veut dire que ton TSA, c'est le TSA prototypique de Motron, c'est-à-dire que c'est inratable quand tu es petit. On ne peut pas te rater. C'est le principe du prototype de TSA de Motron, qui est quand même une sommité internationale du professeur Motron, de revenir aux bases du TSA pour lui, donc d'ailleurs de ne plus l'appeler TSA parce qu'il est contre le spectre, et de dire l'autisme, c'est un truc que tu as dès l'enfance, que tu as en général que ce qui se voit dès l'âge de 3 ans, ben tiens, celui-là, c'est écrit là. Là, vous allez le voir là. Non, c'est pas celui-là, évidemment. Voilà, c'est là. Alors, le diagnostic d'autisme selon Motron, il est simple. Il est super simple. Définition courte de l'autisme prototypique de Motron. Alors, moi, j'appelle ça l'autisme motrotypique. Hein. L'autisme prototypique, c'est la forme classique et la plus reconnaissable de l'autisme. Et lui, il se base sur la génétique, tel que l'a décrit le chercheur Laurent Motron. C'est un profil d'autisme très net et spécifique qu'on observe typiquement chez de jeunes garçons, c'est-à-dire le ratio, c'est de 4 pour une fille, donc,
Et encore, ça c'est le ratio adapté. Je crois que le ratio, ça serait même beaucoup plus haut. C'est-à-dire que autisme, c'est forcément un garçon, pratiquement, avec un démarrage très précoce, le plus souvent repéré avant l'âge de 3 ans, des difficultés marquées d'interaction sociale, bon, tout ce que vous connaissez au niveau d'autisme, mais, encore une fois, une grande cohérence du tableau clinique, visible de l'extérieur, avec peu de compensation ou de camouflage social. Il le dit texto, Mautron, il n'y a pas d'autisme invisible. Donc, si tu décides que l'autisme, c'est quelque chose de différent, tu décides que qu'il n'y a pas d'autisme invisible parce qu'on est obligé de le détecter quand on est enfant. Donc, c'est... En résumé, l'autisme prototypique chez Mautron, c'est l'image classique du petit garçon autiste. Et c'est ça le problème, c'est que récemment, on m'a partagé une vidéo qui est très bien, une vidéo que je vais vous partager aussi là, qui s'appelle, je vais essayer de la retrouver tout de suite, qui s'appelle, je vais pas la lancer parce que sinon, ça risque de faire trop fort, qui s'appelle Conférence HPI et TND, on va pas la lancer, hein. Conférence HPI et TND du professeur Romain Coutel, HPI et autisme. Elle est super intéressante, vraiment, je vous la conseille, cette vidéo. Sauf qu'à un moment, au milieu de l'autisme qu'il exprime en tant que spectre, puisque c'est le consensus, il va noter des études de Laurent Mautron. Et c'est ça aussi que la créatrice de contenu avait dit, c'est-à-dire elle défend le spectre et elle montre une citation de Laurent Mautron. Mais même si lui, dans sa vidéo, Romain Coutel, il exprime bien que Mautron se réfère à un autisme prototypique, c'est pas assez, je pense, pour l'audience pour comprendre qu'en fait, Mautron ne fait ses études que pour l'autisme prototypique. Tout ce que tu vas prendre comme citation de Laurent Mautron, ça ne se réfère uniquement qu'à des autistes qui ont été autistes dès l'âge de 3 ans, qui ont été autistes visibles et qui pour la plupart sont des garçons. Donc, ça veut dire que si tu penses que le TSA ne se développe pas, tu ne peux pas être un TSA invisible. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ah, ben il y a Sébastien Harard. J'ai raté beaucoup de vos commentaires, je suis désolé. On a toujours la possibilité de botter en touche avec le TND non spécifié. Effectivement, ça aussi, sur les manuels de diagnostic, il y a l'existence des TND non spécifiés, c'est-à-dire le fait qu'on peut dire on ne sait pas trop ce que tu as un TND non spécifié. On le sait pas. Voilà, effectivement, tu bottes en touche. Oui, mais non, parce qu'en fait, Sébastien, peut-être je vais dire une connerie, puisque je suis pas spécialiste, contrairement à toi. Le TND non spécifié, ben, dans les critères, il doit aussi y avoir des impacts majeurs, et aussi un critère de timing, de temporalité, et tout ça, je suppose. Oui, Opsimat, je vois ce que tu veux dire, sauf que ce sont pas des légendes, ce sont des consensus scientifiques d'un côté, et de l'autre côté, on a le professeur Mautron qui est une sommité internationale. Ce sont pas des légendes, ce sont pas des mythes, des fakes inventés par n'importe qui. Dans mon groupe de parole, tu n'as aucun groupe. Non, je ne doute pas de ce que tu dis, mais simplement, si tu penses que l'autisme c'est inné, dans ce cas-là, tu peux normalement. Alors attention, il y a un truc intéressant, c'est que alors le professeur Speranza dit que les personnes TDAH ne peuvent pas regarder dans les yeux, être autocentrées et ne parler de leurs intérêts, être hyper focalisées, avoir des TDAH ou TSA, parce que Speranza c'est plutôt sur le TSA. Hier, je parlais avec Stéphanie Aubertin et elle, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à la génétique, elle remarque qu'il y a des gènes, c'est son exemple, je vais vous donner un exemple précis, vous allez comprendre, elle remarque qu'il y a des gènes qui se déclenchent à divers moments de la vie et pas forcément dès le début. C'est-à-dire, il y a des gènes qui se déclenchent, par exemple, elle cite l'exemple de la puberté. La puberté, c'est un exemple du fait que certains gènes se déclenchent. On n'est pas d'un seul coup avec des poils, enfin avec une barbe ou avec les règles. Ce sont les gènes déclenchent ça à ce moment-là. Donc ça, c'était pour contrer l'idée que, selon elle, Mautron aurait raison dans son idée d'autisme prototypique qui se repère uniquement aux alentours de 3 ans. Alors, je vois que vous discutez avec Sébastien Hague. C'est bien qu'on ait un Sébastien Hague, ça permet que j'évite de dire n'importe quoi. Sébastien Hague qui dit « S'il y a retentissement, mais pas le nombre de symptômes ou la chronologie, alors tu peux évoquer le TND non spécifié. Il n'y a pas beaucoup de place pour développer. » Oui, d'accord. Donc,
Donc, s'il n'y a pas de retentissement, le TND non spécifié, ça marche sans le retentissement. Je ne savais pas, je te remercie de le préciser. Donc, courons tous vers le diagnostic de TND non spécifié quand on l'a pas eu, alors. Ça évitera de... Sachant qu'encore une fois, si tout ça, ça se confirme que tous ces traits-là sont dans la population générale, et c'est le consensus, c'est le consensus scientifique, encore une fois, c'est pas des mythes. Alors, avec la nuance que ça dépend des facteurs génétiques impliqués, mais je suis d'accord avec Stéphanie Aubertin sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ça dépend des facteurs. De toute façon, à chaque fois, c'est pas monofactoriel. Et Sébastien, il dit non, il faut retentissement. Ah d'accord, donc j'avais bien compris. Il faut un retentissement dans le TND non spécifié, comme pour tout trouble. D'accord. Sinon, d'accord, ok, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Et Déby qui dit Speranza parlait bien du TDAH, c'est repris dans l'article TDAH, TSA, ADHD, le TDAH, âge adulte. Oui, donc ça va, ok. Donc effectivement, Speranza, lui aussi, il est d'accord sur le fait que beaucoup des symptômes. Alors hier, j'ai regardé en plus une vidéo de Cancelmanian, Alexanian, le psychiatre Cancel, l'ex-psychiatre de la chaîne Fou de Normandie, qui avait fait toute une vidéo de 10 minutes en disant « Mais arrêtez avec le fait que ne pas regarder droit dans les yeux, c'est un symptôme de l'autisme. Il n'y a aucun symptôme uniquement autistique. Tout le monde peut ne pas regarder droit dans les yeux et, on peut retrouver ça dans d'autres troubles comme l'anxiété, la dépression, le TDAH ou autre chose. Par exemple. » Cette catégorie, alors selon le DSM, selon Sébastien Hague, cette catégorie s'applique aux présentations cliniques où prédominent les symptômes caractéristiques d'un trouble neurodéveloppemental entraînant une altération du fonctionnement. J'ai réussi à tout lire alors que c'est tout attaché. Donc effectivement, oui, il y a altération du fonctionnement. Donc comme pour tous les troubles, s'il n'y a pas d'altération du fonctionnement, et hier j'ai eu un commentaire sur LinkedIn qui disait « Ah oui, mais alors c'est pareil pour les psychopathes, s'il n'y a pas d'altération du fonctionnement, il n'y a pas de trouble de la psychopathie. » Alors déjà, il n'y a pas de diagnostic de psychopathe, et c'est une observation intéressante, sauf que Sébastien Harard avait répondu en expliquant que dans les critères du trouble de la personnalité antisociale, et c'est ce que j'avais trouvé aussi moi en voulant lui répondre, dans les critères du trouble de la personnalité antisociale, on retrouve le fait qu'il y a atteinte aux codes sociaux ou aux droits d'autrui. Donc, c'est pas juste le retentissement sur soi-même, mais le retentissement sur les autres se retrouve aussi apparemment, selon ce que disait Sébastien Harard, dans le diagnostic du TDAH et peut-être du TSA, je sais pas, peut-être dans d'autres diagnostics aussi. Précisément ce que disait, je le retrouverai tout à l'heure, mais là on est dans une bonne discussion. Kim qui dit, pour le TSA, il y a aussi de nombreux facteurs environnementaux, pesticides, prématurité, problèmes d'asphyxie à la naissance. Oui, mais le TDAH, c'est pareil. À l'origine de problèmes de développement neuronal. Effectivement, mais le TDAH, c'est pareil. Montron dit qu'on peut faire une démarcation nette entre l'autisme et le TDAH qu'à peu près à l'âge préscolaire. Alors ça, je me rappelle pas avoir lu ça de lui. Sachant que autre chose par rapport à Montron, autre chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que pour Montron, l'autisme, donc l'autisme prototypique, n'est pas un trouble du neurodéveloppement. Et donc, ça peut rejoindre ce que veulent certains en disant oui, l'autisme ce sont des gens à part, comme le voudrait peut-être par exemple Opsimat. Sauf que c'est pas parce que c'est pas un trouble du neurodéveloppement selon Montron que pour le consensus actuel scientifique, c'est pas un trouble du neurodéveloppement. Et donc ça veut dire surtout que si c'est pas un trouble du neurodéveloppement selon Montron, dans ce cas-là, encore une fois, c'est important pour lui. Ça signifie qu'il n'y a pas de spectre de l'autisme. Il n'y a pas ni de spectre de l'autisme, ni de spectre invisible, selon Montron. Parce que ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement, c'est ce qu'il appelle une bifurcation développementale asymétrique, comme le fait d'être gaucher. Pour lui, il n'y a pas de spectre autistique. Ou t'es gaucher, ou t'es pas gaucher. Ou t'es autiste, ou t'es pas autiste. Donc il n'y a pas de spectre. Il ne peut pas y avoir des trucs différents d'autisme pour lui. Donc à partir de là, encore une fois, on ne peut pas prendre que ce qui nous plaît chez Montron, et ce qui nous plaît pas, on le prend pas. On peut pas dire « Ah oui, Montron, il a raison, l'autisme c'est un truc à part », et en même temps pas comprendre que Montron dit « Il n'y a pas d'autisme invisible et il n'y a pas de spectre ». On peut pas dire « Il y a un spectre
il y a des autismes invisibles et dire l'autisme c'est un truc à part. Si l'autisme peut exister en tant qu'autisme invisible, si l'autisme existe dans un spectre, dans ce cas-là, c'est pas un truc à part. Selon moi. Selon moi. Le retentissement, dit Sébastien Hague, c'est pas forcément personnel, il peut aussi être repéré que par l'entourage, par exemple pour les enfants jeunes. Effectivement. Sauf que la gaucherie est aussi un spectre. C'est un de mes arguments contre Motron. Effectivement, il y a les ambidextres, il y a les trucs. Moi, je répétais ce que disait Motron, hein. C'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, c'est ce que parce qu'il donne un autre exemple que la gaucherie, pour parler de bifurcation développementale asymétrique, il parle de l'accouchement par le siège. Et il explique lui-même que dans le principe de l'accouchement par le siège, on a les enfants qui sont véritablement présentés comme accouchement par le siège, et puis d'autres qui sont dans une forme intermédiaire. Donc, je me dis, mais attends, s'il y a des formes intermédiaires d'accouchement par le siège, ça veut dire que c'est un spectre aussi. Et c'est là où c'est une des incohérences que j'ai repérées chez Motron, sans être encore une fois un professeur comme lui, sans être encore une fois une sommité, parce que je ne prétends pas que je suis du niveau de Motron, je relève juste certaines incohérences pour moi qui me paraissent illogiques, c'est tout. Mon autisme est visible sauf quand je le masque. Oui, c'est très possible, je dis pas le contraire, je dis que selon Motron, c'est pas possible. Et que si tu arrives à masquer ton autisme, dans ce cas-là, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent aussi masquer tout ce qui leur arrive dans la vie, puisque le masquage, c'est pas uniquement réservé aux personnes autistes, le masquage, c'est tout le monde qui se masque. C'est juste plus fortement présent chez les autistes, les TDAH et tout ça, mais le masquage, c'est chez tout le monde. Tout le monde ne saute pas au cou de l'autre quand il est pas content. Non, il va se retenir d'exploser, il va adopter un comportement respectueux, mais c'est un masquage, parce que ce que la personne a envie de faire, c'est de sauter à l'autre et de l'étrangler, par exemple. Le masking fait des dégâts, effectivement. Je pense que le spectre ce n'est pas différents types d'autisme. Il me semble que le spectre concerne la variabilité des manifestations des atteintes entre les individus autistes. Oui, c'est ce que voudrait le DSM-5. C'est ce que voudrait le DSM-5. Mais le malheur, c'est comme on le voit d'ailleurs dans ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, puisque c'est relativement récent, on a encore beaucoup de gens qui reviennent au concept d'Asperger, parce qu'ils auront beaucoup de mal à expliquer ce concept de TSA. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un spectre qui partirait de là à là, et où tu aurais autant de profils hétérogènes? C'est pour ça que pour eux, c'est vachement plus simple de dire je suis ce qu'on appelait avant Asperger, ou alors directement je suis Asperger, parce que là, on comprend de suite. Le coup du spectre, ça fait que maintenant, pour expliquer ça au grand public, c'est super flou, super flou. C'est presque quelquefois impossible. Les traits surgiront avec le temps plus ou moins fort et le contexte, la fatigue, et moduleront l'impact fonctionnel et le sentiment angoissant d'être dysfonctionnel et motivera une demande d'aide. Exactement, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ce qui arrive très souvent. C'est ce qui arrive très, très souvent, sauf que la question, c'est de savoir si ça aurait pu être détecté avant. Et dans ce cas-là, si ça aurait pu être détecté avant, sans qu'il y ait d'impact fonctionnel, comment est-ce qu'on doit appeler la personne? Comment doit-on appeler la personne? Est-ce qu'on doit l'appeler juste sur le spectre autistique sans être troublé? Juste DAH, comme propose Pauline BD, sans avoir un trouble, sans avoir un TDAH? Ou comment est-ce qu'on doit l'appeler, en fait? Ce n'est pas un continuum non plus, mais comme un camembert. Ben, c'est une collection de continuums. C'est un continuum de plusieurs traits, justement. C'est pour ça que ça ressemble à un camembert dans ce qui est présenté. C'est pas un continuum il y a le continuum de l'autisme en tant que tel, et dans l'autisme, il y a plusieurs dimensions qui se proposent en camembert, effectivement. Mais ça, encore une fois, c'est le consensus scientifique actuel. Puisque si on va, alors je sais pas quel est l'avis de Sébastien Hague, par exemple, sur l'approche dimensionnelle et centré sur la génétique. Mais si on va vers là, à terme, plus on rentre dans les approches dimensionnelles, ben moins il y aura le diagnostic d'autisme et moins il y aura le diagnostic de TDAH. Il y aura juste des dimensions différentes et on sera tous dans des dimensions différentes en fonction des trucs qu'on a. Après, selon moi, statistiquement, on retournera à des sous-groupes, mais voilà. Et dans la définition même du mot spectre, indique aussi que les contours et les limites sont flous. Exactement.
Spectre circulaire de Rebecca Burgess. Ben, c'est bien pour elle, je savais pas que ça s'appelait comme ça, je te remercie. Alors, est-ce que j'ai raté des bons... Quand je reste un mois enfermé chez moi, il n'y a pas de fonctionnement, visible, les troubles apparaissent dans un contexte de socialisation. Oui, oui, exactement. Mais dans ce cas-là, la question, elle est, est-ce que ça veut dire que... est-ce que le problème, c'est la socialisation, c'est-à-dire c'est les autres, ou est-ce que le problème, c'est toi? C'est-à-dire que, apparemment, on n'est pas... Tu regardes les primates, par exemple. Tu regardes les primates. En ce moment, je suis pas mal sur les primates. C'est pour ça que si jamais je vais sur YouTube, vous risquez de voir des vidéos de primates qui vont apparaître. En ce moment, je suis sur les primates. Tu regardes, les chimpanzés, ils ont un mode de vie social. C'est comme ça. C'est un mode de vie social. Ils vivent en pack. Il n'y a pas de chimpanzés solitaires. Si tu es un orang-outan, la plupart des orang-outans adultes mâles sont des solitaires. Les orang-outans qui socialisent, ce sont la mère avec ses enfants quand les enfants sont en bas âge. Ça, c'est la seule socialisation qu'il y a. Sauf que nous, on n'est pas des chimpanzés, on n'est pas des orang-outans, mais on est des êtres humains. Et le problème, c'est que la société, ça fait partie de l'être humain. Donc, si tes troubles apparaissent dans un contexte de socialisation, ce n'est pas forcément le problème de la socialisation, ça peut être aussi le problème le problème de socialisation, c'est pas quelque chose qui devrait te dire, ah ben oui, c'est la société qui nous opprime. C'est ça que je veux, peut-être que je suis parti un peu dans tous les sens. Désolé. Salut Raph, j'ai pas pu passer aujourd'hui car le sujet a été vu et revu. En plus, j'ai fait la grasse matinée. Ça, c'est Asmine. Salut Asmine. J'ai discuté toute la nuit avec deux autistes rencontrés en ligne. L'un était communiste et l'autre était plus d'accord avec des idées mais contre-révolutionnaires. Donc en gros, quand je parlais de révolte, je parlais avec le communisme et quand je parlais d'autres idées, je parlais avec l'autre. Oui, je te laisse à tes considérations politiques, Asmine. Je n'ai pas de considérations politiques sur Intensément. Salut Boira. On est complètement orang-outan ici. Ah ben oui, il y a Oriane. Oui. Ne dis pas que tu n'aimes pas les gens. Ce que tu n'aimes pas, c'est la façon dont les gens te font sentir. Par exemple, si j'ai bien compris ta phrase, effectivement. Mais encore une fois, est-ce que c'est la façon est-ce que c'est pas une façon normale dont les gens se font sentir? C'est-à-dire que je sais pas je suppose que chaque chimpanzé est différent, mais je suppose que dans un pack de chimpanzés, il y a une manière de regarder l'autre par rapport à son fonctionnement. Et si toi, tu es différent, ben, ça va être la manière dont les gens te font sentir que tu es différent qui va impacter. Mais le problème, ça va être quand même enfin bref, ça va être une interaction entre les deux, quoi. Pourquoi ne pas l'appeler trouble fonctionnel itinérant? Ça serait pas mal, ça. C'est le lien de la bégaye. Ah, il y a le lien. Non, le problème, ce sont les interactions, ni les autres, ni toi, les interactions. Et si elles sont problématiques, il y a trouble. Oui, moi, c'est mon idée, c'est mon interprétation de ce que je comprends là-dedans. Et j'avais un bel exemple que j'ai pas retrouvé, justement sur ça. J'ai essayé de me rappeler en essayant de vous parler des orang-outans et des chimpanzés, mais effectivement, j'avais un bel exemple sur le fait que le problème de socialisation, c'est justement le fait que c'est un trouble. Si tu as un problème quand tu es en société, c'est un trouble, justement. Parce qu'on ne devrait pas avoir de problème en société. Enfin, on ne devrait pas avoir un problème en société. Pour revenir sur le sujet de la socialisation, les symptômes peuvent apparaître dans la société occidentale et ne pas apparaître dans la société japonaise, par exemple, qui est beaucoup moins envahissante. Oui, ça c'est un truc qui se dit aussi dans toutes les discussions que je lis. Effectivement, c'est toujours pareil. On est toujours dans cette histoire de contexte. Et c'est pareil au niveau de ta famille, c'est pareil au niveau de l'école. Salut Sébastien, merci vraiment d'être passé. Et j'espère qu'on va trouver un jour pour pouvoir faire un live ensemble où tu vas pouvoir répondre aux questions des followers. Et franchement, je te remercie énormément. Merci beaucoup. Pour en revenir sur le sujet de la socialisation, donc tu disais oui, mais c'est pareil, que ça soit la société japonaise, ta famille, ton cercle d'amis ou ce que tu veux, ben à un moment, il y a un contexte qui va varier ou pas et qui va faire que tu vas exploser ou pas, tu vas plus compenser ou pas. C'est le sens que l'on prend pour soi et nos filtres sont foireux de base. Ben oui, mais on a tous des filtres différents. Alors je vais vous lire un truc qui était rigolo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'avais fait une question à tous les spécialistes qui suivaient intensément, enfin à pas mal de spécialistes. La question c'était, étant donné qu'un trouble est diagnostiqué en grande partie à partir du retentissement significatif, c'est-à-dire des impacts négatifs et considérables sur notre vie dans au moins 2 domaines sur ces 3, le social, le professionnel
ou scolaire et le familial. Comment devrait-on considérer et surtout appeler un trouble lorsqu'il n'y a pas de retentissement? Pourquoi l'appelle-t-on toujours trouble? Ce n'est pas logique et ça rajoute du flou pour le public. Pourquoi ne donne-t-on pas un autre nom ou une autre catégorie? Trait, condition, neuroatypie, fonctionnement. Et enfin, puisque nous savons que cette condition ne disparaît pas, pourquoi ne fait-on pas une catégorie diagnostique et une psychoéducation pour les personnes non diagnostiquées, car pas de retentissement, mais qui risqueraient, en fonction du parcours de vie, de subir un jour comme un trouble? Donc ça résume ce qu'on a dit là, sauf que c'est une question que j'ai posée en janvier 2025. Alors Kim, qui est là, qui est présent, qui est vulgarisateur scientifique, nous rappelait qu'il ne faut pas confondre retentissement, impairment en anglais, et répercussion, que le mot impairment en anglais, donc c'est ce qui est utilisé dans le DSM, a plusieurs traductions possibles selon le contexte, et les traductions selon le contexte, ça peut être déficience ou trouble, ou handicap, parce qu'il y a aussi le truc du handicap, ou altération. Il y a aussi le truc, est-ce que le TSA ou le TDAH, ce sont des handicaps ou pas? Selon l'administration, c'est considéré comme des handicaps. Selon le DSM-5 et le CIM-11, ce sont considérés comme des handicaps. Mais si donc c'est considéré comme des handicaps, ça ne peut pas non plus être considéré comme une différence au niveau de la neurodiversité. Les hommes sont plus proches des chimpanzés que des orang-outans dans la branche des hominidés. Les chimpanzés sont nos plus proches cousins vivants. C'est bien pour eux, mais alors dans ce cas-là, quid des orang-outans? En Belgique, le TDAH n'est pas reconnu comme handicap. Mais c'est possible qu'en France, je dise n'importe quoi et que l'administration ne le reconnaisse pas comme handicap. Nous avons Sébastien Hague qui avait fait une réponse rapide, qui vient de nous quitter là, qui disait « S'il n'y a pas de retentissement, on ne parle pas de trouble. Si une condition est définie que par un trouble, alors on n'évoque pas cette condition. Par contre, on peut parler de fonctionnement. » C'est un peu ce qu'on a résumé là. Par exemple, s'il n'y a pas de retentissement de difficulté attentionnelle, plus les autres critères, on ne parle pas de TDAH parce que la notion de trouble est intégrée à la définition du TDAH. Par contre, on peut toujours dire que de quelqu'un qu'il est étourdi ou impulsif. Donc on voit, on retrouve les traits de TDAH, sauf que la personne est étourdie ou impulsive, mais elle ne va pas avoir un TDAH. Sébastien Hague, neuropsychologue et formateur spécialisé en TDAH, il nous disait: on ne diagnostique pas qu'au travers d'un retentissement, c'est un gros raccourci. Cependant, le retentissement est un des critères de diagnostic obligatoires pour poser le trouble. Il n'y a pas de nom, enfin il n'y a pas de nom pour ces troubles-là, pour ces personnes-là qui ont un trouble sans trouble, car il n'y a pas besoin de donner de nom à un fonctionnement qui ne pose pas de problème à mon sens. Les gens hurlent à la catégorisation, aux étiquettes, mais quand ils n'ont pas de trouble, ils veulent quand même rentrer dans une case qui n'est pas celle de la majorité des gens, car ils se sentent à juste titre différents. Il est important de comprendre que le trouble n'est que l'extrémité d'un spectre. Entre 0, ce qui est attendu, et 1, le trouble, il y a une multitude d'états. Certains ont des traits sans retentissement, marquant un fonctionnement un peu différent mais non problématique. D'autres ont peu de traits, mais dans l'environnement où ils sont, ça pose des problèmes. C'est toute la complexité. Effectivement, il y en a qui ont peu de traits, et pour qui ça pose des problèmes. On peut très bien avoir des problèmes de communication sociale, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce dont parlait le follower tout à l'heure. On peut très bien avoir des problèmes de communication sociale qui n'ont rien à voir avec le TSA. Et en fonction de l'environnement. Pourquoi ne pas faire de la psychoéducation à des gens qui n'ont pas de troubles? C'était ma question, et Sébastien Harard répond: c'est compliqué d'expliquer quelque chose qu'on ne nomme pas, quelque chose qui n'est pas problématique. Par contre, il existe des approches de prévention pour les parents, par exemple, qui, sans diagnostic, sont accompagnés dans la possibilité de difficultés de leur enfant au regard des antécédents. Donc ça irait plutôt vers le côté à risque de T, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que j'ai confondu Sébastien Hague et Sébastien Harard. Oui, mais bon, ils s'appellent tous Sébastien. Hein. Ces mâles blancs 6 de 40 ans s'appellent tous Sébastien. Nathalie Boisselier, donc on a invité la dernière fois, psychologue et psychothérapeute, doctorante. Le DSM-5 est clair, ce qui distingue le normal du pathologique est la souffrance. Mais cette souffrance peut être celle du patient ou de ceux qui le côtoient, famille, collègues et même la société si on considère par exemple le trouble de la personnalité antisociale. Donc vous voyez là, on a une réponse précise sur nos interrogations de tout à l'heure. On continue à l'appeler trouble parce que même si une condition ne fait pas souffrir une personne en particulier, elle fait souffrir la majorité, plus de 50%, des personnes qui se caractérisent par cette condition. On peut remplacer trouble par syndrome, ensemble de symptômes, au-delà de quoi il faut s'interroger sur la volonté de normaliser à toute force les pathologies. Que signifie cette tendance et que dit-elle de l'évolution de nos sociétés?
Est-ce que c'est un effet de la me-generation? C'est la critique de la neurodiversité de Nathalie Boisselier. Il faut enfin rester sérieux avec la notion de neuroatypie qui renvoie à des différences structurelles dans le cerveau. La très grande majorité des troubles psychiatriques ne s'objectivent pas à travers un cerveau qualitativement différent, comme d'autres concepts. Le grand public s'est emparé de la notion de neuroatypie, cela ne signifie pas que cela soit scientifiquement juste. 4. Qu'est-ce qui ne disparaît pas? Beaucoup de syndromes répertoriés dans les classifications internationales sont transitoires et peuvent être soignés, comme la dépression, le TAG ou le TSPT. Il existe déjà des manières de différencier troubles endogènes-exogènes, troubles neurodéveloppementaux acquis dans l'environnement. Même si je ne relaye ici que sur ma pratique, je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui souffre d'une psychopathologie et qui n'ait pas un retentissement dans sa vie, y compris le TDAH. En revanche, il peut n'en prendre conscience qu'au moment d'un changement dans sa vie, au moment de l'examen de conscience que les grands événements de vie suscitent. De plus, trouble égale syndrome, il n'y a pas de continuité de l'un à l'autre. Un trouble, comme un schéma de personnalité, peut être dormant et activé uniquement dans certaines situations. Alors je vais relire cette dernière phrase parce que je ne suis pas certain de l'avoir compris. Trouble égale syndrome, il n'y a pas de continuité de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, un trait devient un syndrome. Non, pardon. Ah d'accord, parce que dans ma tête, je confondais entre syndrome et symptôme. D'accord, trouble égale syndrome. Il n'y a pas de continuité de l'un à l'autre. Un trouble, comme un schéma de personnalité, peut être dormant et activé uniquement dans certaines situations. Ok. Donc, vous voyez, on a déjà trois réponses qui ne sont pas forcément les mêmes. La réponse de Sébastien Hague, neuropsychologue et enseignant, n'était pas vraiment la même que celle de Nathalie Boisselier ni que Sébastien Harard, mais tout de même, on retrouve des points communs tout de même. Fabrice Pastor, qui est neuropsychologue, formateur et conférencier international et qui fait partie des plus gros influenceurs sur LinkedIn. Donc vous le voyez pas trop sur Facebook, mais sur LinkedIn, c'est un monstre. C'est vraiment, c'est un des plus gros influenceurs. C'est, je crois, le deuxième ou le premier influenceur santé mentale sur LinkedIn. Il répond, c'est une très bonne question. Je dirais que le retentissement peut revenir par des aléas de la vie. En fait, ta question renvoie plus généralement à la définition du normal et du pathologique. Cette dichotomie est différente selon le champ d'étude dans lequel on se situe et selon son référentiel. Par exemple, la dyslexie, c'est un trouble. Pourtant, un maçon ou un boulanger ne devrait pas être impacté par ce trouble. La dyslexie n'est pas une impossibilité. C'est un défaut d'automatisation. L'impact et le retentissement est différent. Mais ta question est intéressante en effet. Peut-être trouver une appellation spéciale, en l'occurrence neuroatypie, irait bien. Lui, par exemple, ça le dérange pas d'utiliser le neuroatypie. Est-ce que le concept de neurodiversité le dérangerait? Ça, je sais pas. Je ne lui ai pas posé la question. Je vais regarder un peu vos commentaires avant d'enchaîner sur les autres personnes qui ont commenté cette question. J'adore... Ah, cette Nathalie, elle gère. J'adore Nathalie Boisselier. Hélène Vulser, moi aussi. Institut du cerveau compare le cerveau humain à une empreinte digitale. Ah, c'est pas mal. Sauf que l'empreinte digitale, je crois qu'on l'a toute notre vie. C'est la même tout le temps, non? Je crois. Roxane qui dit oui à un instant T. Le trouble peut faire souffrir l'entourage, mais pas la personne, parce qu'elle ne s'en rend pas compte, parce que l'entourage ne le dit pas, et ou compense. Et oui, et ça revient à ce que disait tout à l'heure, quand je suis désolé, je me rappelle jamais de ton nom, toi qui a commenté tout à l'heure. Je crois que je vais retrouver, parce que c'est bien ce que tu dis, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a peut-être des positions différentes. Opsimat. Ce que disait Opsimat par rapport aux problèmes sociaux, et ce que disent plusieurs personnes par rapport aux problèmes sociaux, mais il ne faut pas le voir uniquement dans un sens. La personne qui a des problèmes sociaux envers les autres et qui pense qu'elle a une pression de la société et que les autres la regardent mal, ben les autres pensent que c'est cette personne-là qui les regarde mal aussi, pareil. Et les autres ne comprennent pas pourquoi cette personne a cette réaction et ces comportements. Donc ça agit aussi sur la société au niveau négatif. Il faut pas juste voir ça dans un seul sens. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, moi, c'est pareil. Tout ce qui est du domaine de mes troubles, parce qu'il faut parler de ces troubles, il faut rentrer dans son intimité pour avoir plus de followers. Tout ce qui est du domaine de l'anxiété, des TOC et du TDAH, ben, je pense que à la fois ça m'impacte moi, mais ça impacte beaucoup les autres, énormément les autres. Mon anxiété a impacté les autres du côté familial énormément. C'est énorme. Il faut voir ça, il ne faut pas toujours voir ça dans un seul sens.
Déborah qui dit, cela signifie que même si tous les cerveaux ont la même structure, ils ne fonctionnent pas de manière identique, il n'y a pas deux cerveaux parfaitement semblables dans le monde. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi ce que dit la neurodiversité. Sauf que bizarrement, beaucoup de gens qui défendent la neurodiversité défendent aussi défendent aussi le fait qu'il y aurait des TDAH qui seraient complètement différents des autres et des autistes qui seraient complètement différents des autres. Or, ça peut pas fonctionner avec. En fait, c'est paradoxal comme position. Tu peux pas à la fois défendre la neurodiversité et dire que l'ensemble de la population, on a tous des cerveaux différents, et dire ben, les autistes ont un cerveau différent, ne sont pas un handicap et ne sont pas une maladie, mais ils seraient à part dans la neurodiversité. C'est paradoxal. C'est à réfléchir, mais c'est paradoxal. Une empreinte digitale peut choper des cicatrices, exactement. Oui, c'est ça, Raph, le retentissement n'est pas unilatéral. Ben oui, je crois qu'on a un peu le même vécu. Je pense qu'on sait que... Salut Pop. Alors je continue, je lis Irène qui est psychologue de l'éducation nationale avec laquelle j'avais fait un épisode qui était vraiment excellent. Elle dit, ces troubles restent des histoires de seuil. Alors vous allez voir, sa position, elle est pas mal justement sur le côté social, justement sur tout ça. Elle explique bien, elle est pas mal et elle va peut-être à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Ces troubles restent des histoires de seuil, des extrêmes sur un continuum, ça on est d'accord. C'est vrai qu'on parle d'impact sur la vie quotidienne, de retentissement fonctionnel, mais c'est la société qui définit le trouble. Donc on rejoint Aspemat ou d'autres personnes. Le TDAH typiquement est souvent détecté à partir du CP, ou avant, puisque la maternelle est devenue l'antichambre du CP, lorsque les exigences de cadrage physique deviennent plus fortes. C'est alors que l'hyperactivité et l'impulsivité deviennent gênantes pour le collectif et l'enseignant. La sévérité des symptômes elle-même n'est donc définie que par un environnement incompatible avec les besoins de l'enfant. Je ne porte d'accusation contre personne, la société est telle qu'elle est, on ne va pas la changer, mais contrairement à la maladie corporelle, le trouble neurodéveloppemental dépend souvent du contexte dans lequel il se développe. Exactement. Attention, je ne dis pas d'accepter tout ça, c'est une vue de l'esprit. Simplement pour expliquer que le trouble psychique se définit par rapport à un cadre environnemental dans lequel certaines choses se font et d'autres non. Ça, c'est sa position, et pour l'instant, on est d'accord, mais c'est vrai que là, elle a une critique de la société aussi. Je continue ce qu'elle dit. Il y a des tas de troubles dont la souffrance individuelle est beaucoup plus forte que la plainte de l'environnement. Je pense à la dépression et la schizophrénie, par exemple. Concernant le TDAH, en revanche, dans l'enfance, la plainte va très souvent venir d'abord des adultes, car les particularités de l'enfant peuvent ne pas lui permettre de s'insérer de manière satisfaisante dans le système scolaire. Je n'ai vu que peu d'enfants d'école primaire qui ont conscience du retentissement du trouble. Oui, ça c'est clair. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Et d'ailleurs, je crois que le TDAH, il y a des études qui montrent que même les adultes, ils ont peu conscience du retentissement qu'ils ont par rapport aux autres. Enfin, ils se voient pas vraiment de la même manière que les autres les voient. Les adultes TDAH, je pense. Donc, je continue. Irène continue en disant « Peut-être aussi que j'ai un biais, car ceux qui n'ont conscience de rien posent peut-être plus de soucis, d'où le fait qu'on les oriente vers moi. » En tout cas, à l'âge adulte, c'est sans doute très différent puisque le retour sur soi, la réflexivité, est plus aisée, effectivement. Concernant le camouflage d'un trouble, c'est pas pareil, car il y a alors un retentissement. On parle aussi de compensation. Les gens ont le trouble, mais en fournissant davantage d'efforts. Ils peuvent faire comme si de rien n'était. Le retentissement possible en est alors la fatigue. C'est ce que je pense. Je pense que si on voit qu'il y a de la fatigue, on peut se poser des questions sur une éventuelle compensation ou camouflage, et ça serait en effet le retentissement de ça. Donc il y aurait retentissement. Un enfant élevé à la campagne et un enfant élevé en ville doit certainement agir. Je ne sais pas si c'est bien dit. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, sachant que moi j'ai développé un TDAH en vivant en ville et que mon fils développe un TDAH en vivant à la campagne. Donc il y a vraiment le côté génétique aussi et le côté transfert de son savoir-faire du père au fils, je pense. Tiens mon fils, apprends à faire l'imbécile. Alors Stéphanie Aubertin avait répondu à cette grande question, à cette question du siècle. Stéphanie Aubertin, psychologue, neuropsychologue, spécialiste de l'intelligence et des émotions, enfin maintenant qui se dit plutôt à la recherche du fonctionnement humain. Elle dit, il existe un terme qui évite l'aspect pathologique du retentissement du trouble, c'est fonctionnement. Donc il y en avait un autre qui avait proposé fonctionnement, je crois que c'est Sébastien Hague qui avait proposé ça. La personne peut avoir un fonctionnement autistique, mais qui ne l'impacte pas dans son quotidien. En revanche, je suis contre les termes neuroatypie et neurotypie.
neuroatypie et neurotypie, qui n'ont aucun sens scientifique et encore moins quand on s'y connaît en théorie de l'évolution et en génétique comportementale. Puisqu'en ce moment, Stéphanie Aubertin bosse beaucoup sur la génétique comportementale. Il n'y a aucun cerveau qui soit typique. Dans les sciences du vivant, c'est la variabilité qui compte. Ça, c'est essentiel parce que si c'est la variabilité qui compte, encore une fois, il n'y a aucun obstacle à dire on est tous un petit peu TSA, on est tous un petit peu TDAH. Il n'y aurait aucun obstacle à ça. Alors, anonyme, orthophoniste dans une structure pluridisciplinaire, qui avait répondu aussi à la question, on a tendance à appeler trouble tout ce qui va concerner une affection plus ou moins neurologique, vision, marche, humeur, lecture, etc., sortant de la norme et handicapante. On l'utilise surtout pour nommer un ou des symptômes plus qu'un véritable état de fait. Par exemple, on ne dit pas qu'un daltonien a un trouble, puisque c'est structurellement prouvé qu'il y a une différence dans l'œil. Le symptôme en question, surtout dans les TND, est complexe à diagnostiquer car les critères diag se chevauchent dans plusieurs. Par exemple, les catégories TDAH et troubles dyscalculiques sont vachement liées. On en trouve plusieurs aussi. Salut Anto, à très bientôt. Et bon appétit si vous allez manger. Pour ma part, je trouve que le mot trouble est bien choisi. Il y a justement cette notion de flou. Il y a justement... De quoi? Pour ma trappe, je trouve que le mot trouble est très bien choisi. Il y a justement cette notion de flou dans ce qui se passe vraiment dans la caboche. Même en tant que pro, elle continue, on est parfois troublé que ça ne corresponde pas au tableau clinique théorique. On a des symptômes, mais on n'est pas certain de la cause à 100%. Je pense, et ça, c'est important. Je coupe ce qu'elle dit parce que, encore une fois, quand on parle, hier je parlais à Stéphanie Aubertin, et quand on parle à d'autres personnes avec qui j'ai des discussions sur ça et qui sont pro l'approche dimensionnelle du diagnostic, c'est rare en fait que cliniquement, c'est rare en fait que la personne elle rentre dans le cadre des critères diagnostiques exactement comme il faut et qu'elle ait tous les symptômes qu'il faut, bien classés comme il faut, avec le bon niveau qu'il faut et tout ça. On se retrouve avec des symptômes de ci, des symptômes de ça, des symptômes de TSA qui en fait sont des symptômes de TDAH, des symptômes de borderline qui sont des symptômes de ci, des symptômes d'anxiété qui sont des symptômes de ça. On se retrouve avec un micmac et tout ça, ça changerait vraiment avec uniquement le dimensionnel. Mais ça signifie qu'on abandonnerait les diagnostics de TSA, de TDAH, etc. Vivienne qui dit la notion de trouble, de normal, de pathologique me rappelle la lecture de Georges K. Guillem, je connais pas, médecin et philosophe des sciences. Ça doit être intéressant, je connais pas. Et Déborah qui dit Hélène Vulzer, ou Vulzé, je sais pas comment on la prononce, parle de neurodiversité, oui, elle souligne parfois la différence rend certaines choses plus difficiles, apprendre à se faire des amis, s'exprimer, on parle alors de trouble. Je sais pas quoi dire de ça, mais ça serait une bonne vulgarisation pour le grand public. Bon app à tous, oui, merci. Mais moi aussi, je vais bientôt arrêter. Je termine un peu ben voilà, je crois que c'était le dernier, je crois. Je finis celui donc de Anonyme, l'orthophoniste, qui disait donc on a des symptômes, mais on n'est pas certain de la cause à 100%. Je pense personnellement qu'il est rare que ça n'ait pas d'incidence dans notre société normative, mais j'ai un biais professionnel. Bien sûr, il y a des personnes avec de fortes aptitudes cognitives, et pas que, qui compensent parfaitement au long de l'existence. Et alors ils sont jamais diag, puisque le symptôme n'est pas visible. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de trouble neurodev, c'est-à-dire donc c'est pas qu'il n'y a pas de fonctionnement neurodéveloppemental, je pense qu'elle a voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de symptômes clairs handicapants. Si t'as pas de symptômes du Covid, mais que tu l'as, ben t'es pas diag Covid et tu continues ta vie. Pareil pour les TND, pas d'incidence, pas de diag. On ne pourrait pas, c'est impossible à détecter sans symptômes car pour le coup, il n'y a pas d'autotest nasal ou de forme de cerveau différente détectable en IRM. Le diag permet juste de recevoir des soins ou adaptations nécessaires uniquement si ça se fait ressentir et il n'y a pas d'autre intérêt. Il commence à y avoir aussi de la psychoéducation dans les familles dont l'un des parents ou enfants ont été diag, et ça c'est important justement. On explique qu'il y a une théorie héréditaire et qu'il faut être vigilant aux frères et aux sœurs futurs enfants, même s'ils se débrouillent bien a priori. Ça rejoint le concept de phénotype élargi et de TDAH subclinique. C'est qu'on va retrouver ces traits, ces comportements, ces, comme vous voulez l'appeler, fonctionnement, dans la famille, mais pas au niveau d'un diag. Mais sauf que s'il y a une des personnes de cette famille qui a été diagnostiquée, c'est important pour les autres de comprendre aussi à quoi ça équivaut tout ce fonctionnement.
Anonyme continue en disant: si je trouve le mot trouble adapté pour le moment, quand l'avancée scientifique permettra d'élucider les choses, j'espère que les appellations changeront pour des catégories plus précises et moins stigmatisantes. Effectivement. Pour l'instant, hop, on met tout dans le même panier. Ensuite, et c'est très personnel et idéologique, voire politique comme vision, je pense qu'on appelle trouble tout ce qui est écart à la norme vis-à-vis de compétences sociales ou scolaires tout à fait soumises à la culture dans laquelle on évolue. Alors ça, c'est pas mon avis, mais c'est son avis. Et je le respecte. À tout vouloir normer, il y a d'un côté les bons petits soldats et de l'autre les troublés. C'est vrai, mais je pense que c'est plus dans la vision du trouble de la part de l'environnement plutôt que dans le fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que c'est plus dans la vision des autres de ce qu'est un trouble qui donne d'un côté nous contre les autres, plutôt que le trouble en lui-même, si tu veux, si vous voulez. Elle continue en disant: alors que peut-être c'est pas tellement naturel de rester assis 8 heures à écouter quelqu'un parler. Ça, j'en suis certain. Alors ça, j'en suis certain. Quand le cerveau d'un troublé est fait pour courir, créer, chanter, résoudre des énigmes et qu'il le fait à merveille. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Si ça se trouve, il est naturel d'avoir un trouble. Ça, je pense que c'est évident. Et donc, ce qu'on identifie actuellement comme un trouble est seulement l'expression de nos diversités utiles à l'humanité et qu'il est complètement absurde, ennuyeux et frustrant de vouloir que tout le monde ait le même fonctionnement et de stigmatiser ceux qui peuvent pas être des écarts types d'une moyenne en orthographie ou lecture dont d'autres cultures se fichent et qu'ils auraient bien raison. Et je suis d'accord. Salut Vincent, the apostate. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, et encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai raison, que je suis pas d'accord, mais heureusement, elle n'est pas là pour se défendre. Tu vas te coucher, Ethneris. Ben écoute, je suis désolé. Bonne nuit. Oups, c'est complicado du coup, en sachant que nous sommes tous différents. Bravo, j'ai appris des choses, merci. Ben, on va terminer dans pas longtemps. Je sais pas si tu arrives juste à peine, Vincent Laposta. Malheureusement, on va bientôt terminer. Mais ça sera en replay, évidemment. Alors, pourquoi je suis pas d'accord? C'est que, en fait, je suis pas certain qu'il y ait effectivement, comme on parlait tout à l'heure par rapport au Japon, peut-être que certains fonctionnements, certains comportements, certains traits de certains de ces troubles fonctionneraient mieux au Japon qu'en France, mais je pense qu'il y a d'autres traits de ces troubles qui fonctionneraient moins bien au Japon qu'en France. Et qu'il y a toujours, dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, des gens qui sont entre guillemets mal vus ou vus différemment. Eh oui, je suis désolé. D'autant que je commence à fatiguer un peu, mais on va peut-être pousser un peu. Il reste un quart d'heure, je crois, pour l'enregistrement, si j'ai bien compris. J'ai pas encore compris comment EvMux fonctionne, cette appli. Et à chaque fois, elle me dit que j'ai un quart d'heure, il me reste un quart d'heure. Donc peut-être ça s'arrête au bout de 2 heures. Donc j'arrêterai d'ici 15 minutes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'avis. Beaucoup d'avis. La plupart sont super intéressants. Mais on voit bien qu'ils sont pas tous du même avis. Et on n'est pas obligé d'être de leur avis non plus. Déborah qui dit: on peut parler de défis à relever quand on a un trouble plutôt que de faiblesse, par exemple. Et quand ces défis sont trop lourds, ça devient un handicap, un trouble. Je me suis mélangé. Oui, mais c'est parce qu'on se mélange tous. Hein. Franchement, je suis aussi perdu que vous. Hein. Vraiment, je suis pas là. En fait, ce que je dis, c'est d'ailleurs quand je parle de Motron, par exemple, on a l'impression que je suis catégorique et tout ça, mais je sais pas si Motron a tort ou a raison. Quand on parle de neurodiversité, je ne sais pas si la neurodiversité c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un concept qu'il faut appuyer ou pas appuyer. Quand on parle de troubles tels que le décrivent le DSM ou la CIM, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est pas ça. Quand on parle d'approche dimensionnelle, je ne sais pas si c'est la bonne voie. En fait, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que c'est tellement embrouillé qu'on a beaucoup de gens qui piochent. Bon, comme tout le monde, nous aussi on fait ça sans doute, hein, qui font du cherry picking, qui piochent ce qui leur convient. Et ensuite vont dire, ben ça en fait c'est ça, ça en fait c'est ça, alors qu'en fait c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, en fait. Et je sais pas combien on est là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi là je peux pas voir combien de personnes suivent. Ah, 38 quand même. Pas mal. Bienvenue, 38, c'est bien ça.
Donc, c'est compliqué, effectivement. C'est super compliqué. Et par exemple, tout à l'heure, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur des trucs complètement hallucinants. Par exemple, la question que j'ai posée, c'était une question que j'avais posée. C'est si, selon Motron, on n'est pas prototypique, mais qu'on a un TSA. C'est-à-dire, donc, pour Motron, il voudrait enlever le TSA, à savoir le spectre autistique, il voudrait que ça n'existe plus. Si on n'est pas prototypique, mais qu'on est diagnostiqué TSA, selon Motron, qu'est-ce qu'on est? Et la réponse, basée normalement en théorie, puisque j'ai demandé des réponses basées uniquement evidence-based et sur les études officielles et sur les textes de Motron, selon Laurent Motron, si une personne ne correspond pas au prototype autiste, c'est-à-dire au profil canonique fixé par des critères qualitatifs d'autisme typique, mais tout de même reçu un diagnostic de TSA au sens des critères élargis du DSM-5 ou de la CIM-11, puisque selon Motron, ce sont des critères élargis, cette personne n'est pas considérée comme autiste prototypique, mais plutôt comme cas périphérique, diagnostic expansionniste ou dans certains textes, phénotype intermédiaire. Il se situe dans une zone floue ou hétérogène, où le diagnostic découle principalement de l'élargissement des critères internationaux, plutôt qu'une cohérence clinique forte et qu'une expressivité autistique pure. Le truc qui est hallucinant, selon Motron, c'est que l'autisme prototypique que je vous ai présenté tout à l'heure de Motron, donc c'est-à-dire typiquement l'enfant autiste garçon visible, ça c'est l'autiste selon Motron. Pour lui, c'est considéré comme pas un trouble du neurodéveloppement, mais comme une bifurcation développementale asymétrique. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce que c'est alors l'autisme Asperger? Il dit que pour lui, c'est un autre prototype, il dit qu'il est en train d'y travailler, et il précise bien que l'autisme Asperger, pour lui, ça serait il appelle ça un phénotype voisin. Donc, ça ne correspond pas à une bifurcation développementale asymétrique selon Motron. Ce qui signifie, si j'ai bien compris ce qu'a dit Motron, et si Motron ne va pas changer d'avis d'ici un an, en tout cas Asperger et autisme prototypique pour Motron, ce sont deux trucs différents. Il y a de quoi réfléchir. Vivien ou Vivienne qui dit « Reconnaître que l'on ne sait pas ou rien ou que l'on est perdu face à la complexité du monde et faire des recherches pour essayer de lever le brouillard de la complexité autour de nous, c'est faire de l'esprit critique et scientifique pour moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. » Oui, moi aussi j'ai du mal à me faire comprendre, donc je comprends très bien ce que tu dis. Effectivement, pour moi, c'est une recherche plutôt d'esprit critique, mais on a toujours nos biais, hein. On a toujours nos biais, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que là aussi, c'est pareil. Tous les gens, et encore une fois, je leur en veux pas, tous les gens qui citent Motron et qui ensuite s'appuient sur des résultats d'études de Motron ou sur une phrase de Motron dans son livre qui s'appelle Si l'autisme n'est pas une maladie, alors qu'est-ce que c'est? Les gens qui s'appuient sur Motron dans son livre pour dire oui, vous voyez, l'autisme, en fait, c'est une différence de pensée, c'est une différence d'intelligence et tout ça, tout ce qui est un peu présenté là-dedans, oui, il cite Motron une ou deux fois. Ben, ça peut pas s'appliquer, ça ne correspond pas au TSA. Ça correspond uniquement à l'autisme prototypique. Donc, c'est un peu comme si, en gros, alors encore une fois, Motron, c'est un professeur, c'est une sommité mondiale sur l'autisme. Donc, il a peut-être des positions qui sont pas forcément consensuelles, mais il a fait de nombreuses études qui ont servi de base à d'autres études ou à d'autres trucs. Mais c'est un peu comme si, vraiment, attention, je vais dire un truc polémique, un truc qui va me faire hurler certains ou certaines. C'est un peu comme si on fait une étude, une recherche sur la Terre, sur la planète Terre, et qu'on y intègre des éléments d'une étude faite par des platistes. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui considèrent que la Terre est plate. Pour eux, il y a un fonctionnement de la Terre plate, une manière d'exister, une manière de fonctionner de la Terre plate, et ça ne s'applique pas à la Terre ronde ou ovale, comme vous voulez l'appeler, ou ovoïde, ou j'en sais rien, que l'on connaît tous. Donc, donner des arguments à travers Motron pour expliquer que l'autisme, ça serait une différence, c'est comme donner des arguments de platistes pour expliquer comment la Terre tourne. J'espère que je me fais comprendre. Alors Vincent, tu es arrivé un peu tard. L'autisme prototypique, heureusement, ça doit être pas loin. L'autisme prototypique, c'est l'autisme sur lequel Motron voudrait revenir, c'est-à-dire un autisme
la forme classique et la plus c'est-à-dire que lui, il est contre le trouble du spectre autistique, il considère comme beaucoup de spécialistes, mais vraiment beaucoup, hein. Par exemple, justement, Alex Agnan, le psychiatre cancel ex-psychiatre de l'Association des Fous de Normandie, de la chaîne des Fous de Normandie, considérait exactement pareil, que le spectre autistique, il est tellement large qu'en fait, ça correspond presque à plus rien, ça englobe trop de personnes, trop de gens. C'est aussi la position, par exemple, des travaux de Lucille Herzog de TDAH âge adulte, mais de beaucoup d'autres personnes. Et donc, lui, il dit, pour éviter les écueils de ce spectre, il faudrait enlever le spectre et revenir à une forme prototypique qu'on ne peut pas rater. On peut pas où il pourrait pas y avoir d'autisme invisible. Ça serait la forme classique et la plus reconnaissable de l'autisme, qui serait typiquement un jeune garçon avec des difficultés marquées d'interaction sociale, un langage absent qu'on repérerait tout ça aux alentours de 3 ans, des particularités sensorielles notables, tout ce qui revient dans la description en général des autistes, mais encore une fois qu'on ne peut pas rater. Il y aurait peu de compensation selon Mautron. Il y aurait peu de possibilités de compensation ou de camouflage social dans l'autisme de Mautron. Donc peu de possibilités que la personne qui a un autisme prototypique ou motrotypique comme je l'appelle ait la possibilité de passer entre les mailles du filet et devienne ce qu'on appelle maintenant une autiste invisible. Alors ça cadre pas avec le diagnostic d'Asperger par exemple. Pour lui, l'autisme Asperger, il pense, parce qu'encore une fois, il a dit qu'il faut qu'il bosse avec son équipe sur ça, mais il l'a pas encore fait. Donc pour lui, l'autisme Asperger, c'est un phénotype voisin qui ne correspond pas au prototype phénotypique et qui aurait un développement du langage qui ne serait pas affecté vers l'âge de 3 ans, et ça serait la différence. Mais ça serait pas considéré comme une bifurcation développementale asymétrique, comme le prétend Mautron. C'est important, c'est vraiment important, parce qu'à chaque fois, moi, Mautron, ça m'a super intéressé. Alors au départ, je me disais, mais je vais m'excuser auprès de Mautron, parce que je me disais, il dit n'importe quoi. Et le personnage me faisait penser un peu, le personnage, encore une fois, je l'ai comparé à Raoult, mais pour le personnage, pour l'espèce de, le personnage même, quand on le voit dans les vidéos, tout ça, la manière dont il parle et qu'il dit tout ça c'est de la merde ou des trucs comme ça. Enfin, il dit pas exactement comme ça parce qu'il est vachement plus respectueux que Raoult. C'est pas du tout la même chose, mais il a cette sorte d'aura comme ça. Mais c'est une personne qui est très influente, qui a une grosse influence au niveau de la recherche. C'est vraiment une personne qui a un passé, qui a 40 ou 50 ans de recherche avec des équipes, qui a fait un boulot incroyable pour l'avancée de ce qu'on connaît sur l'autisme. Et même si là, depuis quelques années, il parle de son autisme, du retour à l'autisme prototypique, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment pas n'importe qui. C'est une sommité mondiale sur l'autisme. On pourrait prendre exemple la personne qui... Alors, encore une fois, Vincent, parce que tu dis, d'accord, je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est Mautron qui l'appelle comme ça, l'autisme prototypique. Dans le diagnostic de TSA, il n'existe pas d'autisme prototypique. Dans le diagnostic de TSA, il y a justement un spectre d'autisme avec des différences, plus ou moins grandes sur certaines dimensions, dont la dimension des capacités cognitives, qui fait que souvent on fait la distinction avec autisme sans déficience intellectuelle et autisme avec déficience intellectuelle. Alors Pop qui dit, on pourrait prendre exemple la personne qui n'a pas la même perception des couleurs, je n'ai plus le nom, le cerveau fonctionnerait donc selon certaines dérives. Oui, peut-être, oui. Déjà avec le diag ADHD, ça réduira le nombre de personnes dans le TSA. En gros, si plus de TSA, encore plus de cases, les pauvres diagnosticiens vont devoir retourner à l'école. Mais le diag ADHD, c'est pareil. Si vous vous référez à Mautron ou si vous allez voir l'article de Lucille Herzog de TDAH âge adulte, l'article qu'elle a fait, un article scientifique sur TDAH, TSA, ADHD, comment les reconnaître, vous comprenez qu'en fait, les études disent que le diag ADHD, déjà, ça court pas les rues, et que si on l'a, on peut pas, là aussi c'est pareil, on peut pas être invisible. On peut pas être un ADHD invisible. Parce que le diag ADHD, a priori, selon les études jusqu'à présent, ça augmente les symptômes des troubles, particulièrement du TDAH, voilà, ça augmente les symptômes des troubles, c'est-à-dire que ça serait,
enfin, enfin bref. Et étant donné qu'il y a certains symptômes du TSA qui ressemblent aux symptômes du TDAH, ben, ils s'accumulent un peu, en gros. Ils s'agrègent. C'est pas une somme, c'est pas comme ça, c'est pas un truc mathématique, mais je m'exprime très mal. Encore une fois, il faut toujours du contexte, de la nuance et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais, un véritable diagnostic d'ADHD, ça veut dire qu'on en chie, quoi. Ça veut dire qu'on en chie, on n'est pas ADHD invisible. L'autisme était bien séparé de Asperger dans le DSM-4 et DSM-5. Il a tout rassemblé dans le TSA parce qu'il n'y avait pas de différence de nature entre diagnostic autisme et diagnostic Asperger. Ben oui, sauf que selon certaines personnes, justement, Motron, ça n'est pas le cas. C'est toute l'histoire. J'ai tous les symptômes de cette liste. En fait, comment ça se fait que je n'ai pas eu de diagnostic d'autisme dès le plus jeune âge et que je n'ai pas eu et que je n'ai eu de diagnostic d'autisme Asperger à 21 ans. Parce que justement, si tu suis ce que j'ai dit et peut-être que je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Le diagnostic d'autisme prototypique n'existe pas. C'est une proposition de Laurent Motron. Il y a un diagnostic qui autrefois s'appelait Asperger et qui correspond au diagnostic que tu as eu et qui correspond toujours maintenant au diagnostic de TSA, je pense. Donc, c'est pas, il faut pas se baser sur l'autisme prototypique. Pour l'instant, n'existe pas dans les manuels diagnostiques. Et ça a été, et comme dit Spirit, c'était bien séparé Asperger et l'autre autisme, l'autisme infantile dans le DSM-4 et le DSM-5. Ça a tout rassemblé parce qu'il n'y avait pas de différence de nature. C'est ce que pense le consensus scientifique, c'est-à-dire que ça serait que des dimensions. Mais encore une fois, s'il y a des dimensions pour le TSA, à l'intérieur du TSA, ben ça veut dire que ces dimensions, elles dépassent le TSA. Ça veut dire que ces traits qui peuvent se retrouver dans tout le spectre de l'autisme, elles peuvent aussi se retrouver dans la population générale. Donc le fait de dire, on peut pas dire on est tous un peu autistes, c'est pas cohérent avec ça cadre pas avec le spectre. Soit il y a un spectre et on est tous plus ou moins autistes, soit il n'y a pas de spectre et on n'est pas tous plus ou moins autistes. C'est juste ça, parce que le spectre de l'autisme, c'est pas un spectre c'est pas un spectre que il y a une catégorie là, une catégorie là, une catégorie là. C'est pas ça le trouble du spectre autistique. Du spectre autistique, c'est des spectres de dimension sur les traits et sur les catégories et sur les critères diagnostiques de l'autisme. C'est pas un spectre de différents diagnostics différents. Je sais pas si je m'exprime bien. Je crois que je commence à fatiguer. Heureusement, ça finit dans 2 minutes. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Je suis donc un contre-exemple puisque j'ai été diagnostiqué ADHD à 37 ans après toute une vie de masquage. Non, t'es pas un contre-exemple, c'est que ça rentre dans le cadre des diagnostics d'aujourd'hui. Mais si ça se trouve, tout ça va changer dans 10 ans. Soit on va dans le sens de Motron et dans le sens du dimensionnel et ça changera. Soit je sais pas quoi et il y aura pas de problème. Non, c'est pas un contre-exemple pour Motron. C'est juste que la question qui se pose chez ces gens-là, c'est de se dire est-ce qu'on diagnostique pas trop de gens TSA alors qu'en fait la plupart des symptômes qui sont attribués au TSA dans ce genre de diagnostic pourraient être en fait directement attribués uniquement au TDAH ou uniquement aux troubles du spectre borderline, ou j'en sais rien, bipolaire, ou aux troubles du stress post-traumatique, ou autre chose, et qu'en fait, il n'y aurait pas de TSA. C'est le problème du spectre autistique, selon pas mal de personnes, encore une fois. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est beaucoup de personnes, et c'est pas que Motron et Alexanian. Je les cite parce que c'est ceux que j'ai lu le plus et que j'ai regardé le plus. C'est beaucoup de personnes qui disent, beaucoup de spécialistes et d'experts qui disent ça, pardon. Je m'étais perdu dans mon... Pas que les symptômes sont aussi antagonistes, ce qui pose de vrais problèmes. Ben, les symptômes antagonistes aussi peuvent poser des problèmes, mais tu parles de ce que je disais par rapport à l'article de Lucille sur le fait que ADHD c'était inratable parce que c'était vraiment marqué, c'est ça que tu dis, Kim? Oui, il y a des symptômes. Moi, au départ, je pensais qu'il y avait des symptômes antagonistes entre TSA et TDAH, puisque on peut imaginer l'exemple typique, le stéréotype de base, le cliché de base, le TDAH qui adonve de partout, qui s'agite de partout, et qui vit dans le bordel, et le TSA qui range tout, qui aime pas le bordel et tout ça. Et donc c'est antagoniste. Mais en réalité,
Si tu regardes les travaux de Lucille, je vais appeler ça les travaux parce que c'est pas une chercheuse officielle, mais c'est des travaux qui se basent sur toutes les recherches. Si tu regardes ce que dit Lucille, elle montre que ces symptômes qu'on pourrait attribuer au TSA, le fait de tout ranger, le fait de faire ça, en fait, ça serait peut-être du trouble anxieux généralisé ou du TOC avec un TDAH ou du TOC secondaire au TDAH et que ça serait pas de l'autisme. C'est ça l'histoire. C'est un peu son point de vue. Voilà, merci d'avoir écouté tout ce live en entier. Merci évidemment à tous les followers qui ont permis à ce live d'être vivant, à ce stream d'être streamant. N'oubliez pas évidemment, si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, que vous pouvez faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a bien besoin, et vos donations seront les bienvenues. Bienvenue aussi dans notre vaisseau spécial. À très bientôt, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.